Est-ce que vous vous souvenez l'ambiance qu'avait le YouTube jeux vidéo entre 2011 et 2015 ? Moi je m'en souviens très bien, c'était couvert de jeux indépendants d'horreur simples qui faisaient une quantité de vues astronomique. Vous vous en souvenez probablement de ces jeux ? Slender, SCP-087, SCP Containment Breach, Cry of Fear, Penumbra, vous en connaissez un paquet. Mais moi ceux qui m'ont le plus marqué c'est plutôt ceux qu'on a oubliés. Tous les clones de Slender, Witch, One Late Night, Maere, Corridor, Slendy Tubbies, Labyrinthe, plein de noms oubliés ou qui vous ravivent des souvenirs, tous les jeux inspirés de creepypasta populaires de l'époque, bref, c'était une période particulière. Ces jeux mal faits, souvent à la va-vite, avec des moteurs déjà datés pour l'époque, truffés de jumpscares et de bugs, ces jeux qui étaient joués par PewDiePie, Markiplier, en France par Squeezie ou des précurseurs comme Kigyar et Wilong, ces jeux horribles, je les aime du plus profond de mon cœur. C'est probablement une des premières interactions fortes que j'ai eues avec de l'horreur sur internet. Ces jeux mal faits tenant avec des bouts de ficelle. Ils m'ont provoqué des frayeurs viscérales à l'époque, que je n'ai jamais vraiment ressenti après sur internet. Et en vrai, plus un jeu était bien fait, avait de bons graphismes et fonctionnait parfaitement, moins il marchait. Et c'est seulement récemment que j'ai compris pourquoi. Ces jeux en réalité, ils avaient une force incroyable que tout le monde ignorait. Ils étaient réalisés par une seule personne, en amateur, et cette personne était la quasi-totalité du temps anonyme. On ne pouvait rattacher ces jeux qu'à une seule personne. Une personne isolée, sans visage, qui opérait avec une méconnaissance de la programmation et du game design. Et même parfois, on oubliait carrément que ces jeux étaient créés par quelqu'un. Ainsi, à la différence d'un jeu développé par une team avec beaucoup de moyens, chaque bug, chaque excentricité ou moment étonnamment plus dérangeant que la norme devient non pas un travail amené à fruition dans la tête du joueur, ça devient un accident, comme si le jeu, la création, était plus forte que son créateur. Ou alors que son créateur lui-même est dérangé, et que son œuvre est le reflet d'une volonté intimiste de partager sa vision ou son expérience. Vous pouvez penser que c'est de la branlette intellectuelle, vraiment vous pouvez, mais pour moi c'est une esthétique qui est turbo-exploitable actuellement. Créer des jeux qui te font dépasser la notion de créateur, ou alors qui te font te poser des questions sur la santé mentale de celui-ci, c'est un truc qui fait écho à des peurs beaucoup plus anciennes, beaucoup plus instinctives et beaucoup plus viscérales. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Figurez-vous qu'il s'est passé un truc récemment, mais pour vous en parler, il va falloir que je revienne un peu en arrière. Mais avant de commencer la vidéo, je dois faire une petite annonce. Vous vous en doutez, cette vidéo arrive un peu tard par rapport à ce qui était prévu. Or, actuellement, moi je suis en tournée avec mon groupe de musique. Ça se passe super bien, c'est une super expérience de vous rencontrer, vos retours sont toujours chaleureux. Sauf que comme cette vidéo arrive très en retard, il y a quelques dates que j'ai pas pu annoncer à temps. Il y a notamment 2 dates en région parisienne, le 30 janvier à la Flèche d'Or à Paris et le 8 février à Saint-Germain-en-Laye. C'est accessible en RER. Et donc vraiment j'espère vous y voir parce que vraiment j'annonce ça hyper tard, c'est dans les 2 prochaines semaines. On est dans la même situation pour la date le 27 février à Orléans, on vous y attend fort, ça a été annoncé pendant les fêtes, c'est passé un peu inaperçu. Sinon on passe aussi à La Roche-sur-Yon, Audincourt, Angers, Mont-de-Marsan, Yverdon-les-Bains pour notre première date en Suisse, Lyon, Périgueux et Auxerre. Tous les liens des billetteries sont d'ailleurs dans un Linktree dans la description. On espère vous y voir très nombreux, on a hâte. Et je rappelle que la tournée n'impacte pas les sorties de vidéos et que d'autres dates seront annoncées dans le futur. Au revoir et bonne vidéo. Et ça, on va en parler en détail dans le prochain Findings qui va parler une bonne dernière fois des backrooms. Dans la dernière petite vidéo que j'avais fait, je terminais la vidéo en vous disant que le prochain gros Findings serait sur les backrooms, pour enfin clore ce chapitre de ma chaîne. Sauf que comme c'était un gros morceau, je voulais faire une petite vidéo en attendant. Sauf que pour faire cette vidéo sur les backrooms, j'avais déjà testé des jeux vidéo sur les backrooms en live, et ça m'avait un peu ravivé ma passion enfouie pour les petits jeux étranges créés avec 2-3 bouts de ficelle. Je me suis donc dit que faire une suite à la face cachée des jeux vidéo après bientôt plus de 2 ans, c'était pas con et un bon moyen de me faire respirer la tête qui commençait à en avoir un peu marre de se balader dans des couloirs jaunes infinis. Je me suis donc dit que j'allais faire une vidéo qui présentait 5 jeux étranges, obscurs et flippants. Donc j'ai commencé à faire mes recherches pour trouver des jeux un peu déstabilisants. J'ai cherché, écumé des images iceberg, scrollé sur plusieurs sites et forums, et j'ai trouvé 11 ou 12 jeux intéressants, pas très connus, qu'il fallait trier pour en garder quelques-uns. Donc j'ai commencé à jouer à chacun d'entre eux. J'ai fait plusieurs types de jeux plus zinzins et bizarres les uns que les autres, puis je suis tombé sur un jeu qui m'a pas mal déstabilisé. Ce jeu était pas incroyable, mais il m'a laissé complètement perplexe. C'était une des premières fois depuis longtemps que je finissais un jeu et je me disais mais à quoi je viens de jouer là ? Ce jeu, c'est Coin Collector. Je l'avais entendu à la base sur Reddit dans un commentaire que je n'ai plus réussi à retrouver après, et le gars parlait de ce jeu comme un truc qui l'avait énormément marqué, alors qu'il s'attendait juste à jouer à un petit jeu à la con. J'ai ouvert Coin Collector à l'aveugle et j'ai commencé à jouer. Je vous promets que cette vidéo est intéressante. Le jeu est très simple, on dirige un personnage assez moche qui doit éviter des obstacles assez moches également, et on doit rattraper des pièces, comme le dit le titre, pour faire grimper son score. Le jeu est simpliste et un peu bâclé, mais c'est marrant vite fait. Je joue 2 minutes, la musique commence un peu à me saouler.
et je commence à me dire que j'ai peut-être téléchargé le mauvais jeu. Puis soudain, il se passe ça. Ok, c'était quoi ça ? Il y a une image random qui apparaît brièvement en coupant la musique. Une sorte de chambre. Sur le moment, ça m'a un peu déstabilisé, mais j'ai continué à jouer en me disant tiens, il se passe quelque chose. Et c'est revenu. L'image apparaît complètement aléatoirement pendant ta partie, et pendant en réalité tes 2-3 premières parties. Puis à un moment, à force de jouer en boucle à ce jeu sans prévenir, le jeu quitte le mode fenêtré, se met en plein écran et affiche la même image avec une silhouette blanche d'un gars pendu en face du lit. C'est pas gore, hein, c'est vraiment une silhouette, mais je prends pas de risque avec YouTube. Mais le procédé, il m'a beaucoup surpris. Et m'a laissé complètement perplexe. Ce fait de quitter le mode fenêtré, hein, le jeu était dans une toute petite fenêtre, et de passer directement en grand écran, et même ce procédé de couper le jeu constamment avec cette image qui est complètement random, j'ai pas compris. Ce jeu il m'a fait me poser une question que je vais beaucoup me poser dans cette vidéo. Qu'est-ce que le créateur a voulu dire ? J'ai commencé à faire mes recherches sur le jeu pour le décoder, et je me suis rendu compte d'un truc. Dans ma liste de jeux que j'avais sélectionnés, 4 jeux parmi les 11-12 que j'avais sortaient du lot. Ces 4 jeux, qui contenaient notamment Coin Collector, avaient été créés en réalité par la même personne. Un développeur japonais indépendant peu connu, du nom de Kanoguchi. Tous ces jeux étaient bizarres et troublants d'une manière différente et indescriptible. À ce moment-là, j'avais compris qu'il y avait un truc qui clochait avec ce type, ou du moins que quelque chose se passait, et que ça pouvait être intéressant. Donc j'ai commencé à faire mes recherches sur lui, et un des premiers liens sur lequel je suis tombé, c'est un lien archive.org, vers une liste de tous les vieux jeux de ce développeur. Il existe sur internet depuis la moitié des années 2000, et on peut retrouver en tout 290 programmes qu'il a réalisés et publiés sur internet. Quand je suis tombé sur ça, j'ai eu une idée, et si je jouais à ces jeux à l'aveugle ? Sans me renseigner sur Kanoguchi. Je voulais savoir si ces jeux pouvaient être intéressants et je voulais voir si je pouvais mieux comprendre ce créateur, et ce en utilisant seulement sa création. J'ai téléchargé tous ces jeux et j'ai commencé à y jouer un par un. C'est un des terriers de lapin les plus fascinants que j'ai pu voir depuis longtemps. Sans le savoir, je me suis plongé dans un univers qui, au cours du temps, devenait de plus en plus déformé, de plus en plus distordu, de plus en plus dérangeant. Cette vidéo va pas forcément parler à tout le monde. On parle d'une esthétique qui est beaucoup plus niche que d'habitude, et il y a beaucoup de gens qui vont trouver que cette vidéo c'est de la branlette. Mais c'est un des sujets qui m'a le plus fasciné, et ce depuis longtemps. Il faut que je vous parle de Kanoguchi. Ça fait bizarre d'être dans l'ancien décor. Ça vous fait plaisir ? Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo. C'est un sujet qui me fascine énormément depuis quelques temps. Et encore une fois, c'est pas le sujet le plus accessible que je ferai sur cette chaîne. Il y a des gens qui vont juste pas piger. Mais je le fais pour ces quelques personnes qui vont vraiment piger pourquoi c'est incroyable. Et je vais essayer de vous raconter tout ça d'un point de vue chronologique. Essayer de vous faire comprendre comment je suis rentré dans l'univers de Kanoguchi. Et tout ça, ça a commencé donc avec la découverte de l'archive. Ma première idée, c'était de jouer à tous les jeux, les uns à la suite des autres, et de noter ceux que je trouvais intéressants, intrigants, et aussi, j'avais envie de noter toutes les récurrences dans son style. Je voulais me pencher sur l'œuvre du gars, parce que je pensais que le gars allait être un artiste, et que évidemment, il y a un style. Je voulais savoir ce qu'il pouvait raconter, et s'il y avait des thèmes qui revenaient régulièrement. L'archive était déjà un peu organisée. Elle était segmentée en packs de jeux qui avaient tous un numéro. Ces packs étaient visiblement organisés de manière chronologique, mais les jeux à l'intérieur des packs n'étaient pas chronologiquement mis. C'est juste une sélection en fonction des années, quoi. Et les tout premiers jeux de Kanoguchi sur l'archive, c'est clairement des jeux qui ont été faits au tout début de sa carrière, quand il était très jeune. La plupart d'entre eux, c'est des essais, des tentatives. Et même pour vous dire, la plupart de ces jeux ne sont même pas des jeux. C'est un truc qui va être constant avec Kanoguchi. Et c'est la première chose que je vais noter comme récurrence dans son travail. Il y a 4 types de programmes de Kanoguchi. Le premier, ce sont les outils. Des lecteurs vidéo, des lecteurs images, des trucs pour générer des glitches, etc. etc. C'est clairement de l'utilitaire et c'est étrange qu'il ait tout partagé sur internet. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais oui, beaucoup de programmes de Kanoguchi, en réalité, c'est des logiciels.
Des logiciels très simples, faits avec très peu de moyens, mais des logiciels quand même. Le deuxième type, c'est les filtres webcam. Il y en a une quantité assez importante, des jeux qui utilisent ta webcam et qui essayent de générer des petits effets rigolos, parfois un peu bizarres et toujours très amateurs. C'est charmant, hein, mais c'est pas des jeux. C'est toujours pas des jeux. Le troisième type, on va en parler quand ils sont intéressants, mais ce sont les non-jeux. Des jeux qui peuvent être simplement des visuels, des sortes de fonds d'écran rigolos créés par Kanoguchi qui expérimentent des images aléatoires. Parfois c'est des jeux où on peut interagir, mais aucune des interactions ne change le déroulé du jeu. Donc soit des clips vidéo musicaux interactifs, soit juste littéralement des fonds d'écran, quoi. Des sortes d'expérimentation visuelle. Et le quatrième type, c'est les jeux. Et parfois la frontière entre le quatrième et le troisième, elle est un peu floue quand même, cette frontière elle est un peu floue. On va voir au cours de la vidéo, mais Kanoguchi a l'air de beaucoup s'amuser avec ce qu'on peut définir comme étant un jeu. Parfois il y a du gameplay, parfois c'est difficile d'appeler ça du gameplay. Vous allez voir, ça peut devenir très très abstrait. Et au tout début de la carrière de Kanoguchi, vraiment ses tout premiers programmes qui datent de genre 2005, on trouve peu de jeux et beaucoup des autres types de programmes. Les seuls jeux qu'on peut trouver, c'est des jeux tout simples comme Crossline où il faut mettre son curseur là où une croix apparaît dans l'écran. Mais aujourd'hui c'est injouable parce que ça a été fait sur des machines qui devaient ramer beaucoup plus dans les années 2000 et donc maintenant le jeu va à 3000 à l'heure. Voilà, c'est impossible à jouer, on n'est pas des ninjas. On trouve aussi un jeu qui s'appelle Cross Changers, c'est un jeu de puzzle très basique, mais en vrai qui est assez marrant et addictif. C'était la première fois où je jouais à un de ces jeux plus de 5 minutes. Et le seul truc étrange, qui est un des premiers trucs qu'on va noter, c'est à quel point les textures du jeu, elles sont aléatoires. Et ce, dès le départ. Il a un choix de texture toujours très, très bizarre, quoi. Mais encore une fois, rien de notable. Mais ce côté un peu étrange de choix de texture, ça revient dans un autre jeu de Kanoguchi de son début de sa carrière, c'est Glitch Life. Un jeu sans objectif, où on doit se déplacer de plateforme en plateforme avec ce scrolling automatique. Aucun moyen de perdre, ni de gagner, juste aléatoirement et régulièrement, il se passe ça. Et c'est souvent, vous vous imaginez, en affichant des images bizarres. Bon, c'est pas très intéressant. Passons au suivant. Ok, quand tu appuies sur la croix pour éteindre le jeu ne se ferme pas, mais il t'affiche plutôt un game over. C'est un truc qu'aime bien faire Kanoguchi. C'est ses coups de pression, et on va les trouver partout dans ses jeux. Il aime bien jouer avec les notions de où s'arrête le jeu. Il va jouer donc avec le format lui-même. Et souvent, ce qu'il aime bien faire, c'est jouer avec la fenêtre du jeu. Par exemple, dans Printer, qui n'est pas vraiment un jeu mais plus un visuel, le jeu n'a pas de fenêtre définie, et les éléments apparaissent sur l'écran comme si le jeu prenait le contrôle de votre écran. Et c'est aussi le cas d'un jeu qu'il a fait qui s'appelle Magical Happy Bomber. C'est pas vraiment un jeu, parce que quand tu le lances, il se passe ça. Vrai, quand tu enchaînes les petites images, les petits jeux sans interaction, les logiciels, avoir ce genre de visuel et d'ambiance sonore d'un coup, ça m'a beaucoup surpris. Je prenais mes marques lentement dans l'univers de Kanoguchi, et ses débuts de développeur étaient suffisamment peu travaillés pour que je me sente pas trop mal à l'aise. Mais il y a quand même quelques trucs qui m'ont mis de plus en plus dans un mood bizarre. J'avais l'impression, même à un moment, d'avoir téléchargé un virus. Notamment quand j'ai lancé le premier jeu de Kanoguchi qui m'a causé une frayeur, Another Mind. D'abord, lancer le jeu, c'est déjà un casse-tête. Lorsqu'on lance, on se trouve devant un chargement infini. Au bout d'un moment, on finit par essayer de fermer le programme, et au lieu de se fermer, ça affiche plutôt un message d'erreur. Si on clique sur l'option à droite, le jeu finit par se lancer. On peut soit cliquer sur l'énorme bouton Start, ou le tout petit écran pour terminer le jeu. Et on se retrouve devant un écran nous demandant de remplir des cases avec du texte, avec des informations comme ton nom, ton surnom, ton adresse, ton fruit préféré. Et une fois ces informations rentrées, le jeu génère ça. Une sorte de discours, de faux JT, présenté visiblement par cette créature avec une tête d'œil. De ce que j'ai pu traduire modestement, ça parle de vol dans un supermarché. Apparemment, on te dit que tu es le suspect de l'affaire, que tu te perds, et que quand tu perds, tu manges ton fruit préféré. Je suis désolé, j'ai pas confiance en mes traductions. Les jeux qu'il a pas traduits lui-même, c'était un peu difficile. Puis enfin, le journal se conclut, en demandant au voisinage alentour de faire attention, et un texte apparaît qui se défile un peu plus à chaque clic, te disant de te réveiller car une aventure t'attend. Ensuite, t'as un combat contre un vieil homme, et j'ai encore une fois pas trop compris ce qui se passait. Faut savoir qu'à ce moment-là, quand tu joues à des jeux à la suite comme ça et que tu comprends rien parce que c'est dans une langue que tu ne lis pas, tu skippes très très vite pour essayer de voir un peu s'il y a un truc intéressant. Et donc à la fin, quand tu penses que ce jeu, et qui est définitivement une blague, est terminé, il se passe ça. You are an idiot. Ça,
C'est une référence à un virus célèbre qui a vraiment existé au début des années 2000. Il suffisait de se rendre sur un site malveillant contenant le trojan You Are an Idiot, aussi connu sous le nom de Office, et il affichait cette animation, te disant que tu es un idiot, accompagné de cette bande-son. Si vous essayiez de fermer la page, celle-ci se multipliait en plusieurs fenêtres, impossible à fermer. Toute tentative de fermer le logiciel dupliquait les fenêtres, jusqu'à ce que tout soit impossible à gérer, vous forçant à éteindre votre PC. Sauf qu'éteindre votre PC après avoir été infecté par le trojan supprimait l'intégralité des données de votre disque dur. Donc, sachant ça, quand je me retrouve en face de cette animation dans le jeu, ça m'a fait moyen rire, je peux pas vous le cacher. Et c'est surtout quand j'ai essayé de fermer le jeu et que celui-ci boucle indéfiniment. Si vous relancez une partie, la musique continue à se jouer avec des flashs insistants de l'image du virus. Vous ne pouvez pas fermer le jeu. Bon, en vrai, aller dans le gestionnaire des tâches et mettre fin à la tâche est suffisant pour fermer le jeu, heureusement. Mais sur le moment, ça m'a mis un peu une petite frayeur. Je me suis demandé si j'avais téléchargé la bonne archive. Ça m'a fait vraiment peur. Autre jeu de Kanoguchi qui joue avec les limites des fenêtres, il y a ce petit programme, Akimoto Yuuka, qui te fait apparaître une jeune fille dessinée très simplement. Et la fenêtre n'a pas vraiment de bordure. Si tu appuies sur certains endroits, la fille sera assez vite énervée. Et à un moment, j'ai cliqué un peu trop vite et il s'est passé ça. Encore une fois, c'est pas grand chose. Mais c'est bizarre, et c'est concrètement ce qui se passe avec les premiers jeux de Kanoguchi. Ils sont étranges, simples, et même si on remarque déjà quelques trucs bizarres ici et là, on est loin, très loin du bordel qui nous attend après. On a d'autres jeux qui sont ouvertement des tests, genre Discrimination, où vous pouvez créer des formes d'ondes stridentes qui se jouent à la suite. Ou alors Mono World, un jeu où vous avez le choix entre plusieurs petits écrans semi-interactifs, où chaque action que vous réalisez crée un visuel et un son qui va avec. Et là, la première fois que j'ai joué, j'ai pas arrêté de scroller les jeux, un à un. J'allais hyper vite. J'ai ouvert ce jeu, Watashi no Homoide, juste un écran fixe. Je passe au suivant. Endless Loop, un jeu super moche où tu dois esquiver des trucs et ça s'arrête jamais. Pas intéressant. Je passe au suivant et j'ai enchaîné des tonnes de jeux que je trouvais pas intéressants, mais qu'on va retraiter dans quelques minutes. Parce que, pour l'instant, vous devez vous dire qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais tout a changé quand j'ai joué au premier jeu de Kanoguchi qui est devenu connu sur internet. Car il s'est passé quelque chose quand j'y ai joué qui m'a fait voir tous les jeux que j'avais fait avant, sous un autre œil. Ce jeu, c'est The Underground Explorer. Et il faisait partie des 4 jeux de Kanoguchi que j'avais sélectionnés pour la face cachée des jeux vidéo numéro 2. Quand on télécharge The Underground Explorer, on obtient une archive WinRAR. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a plusieurs fichiers de données. Il y a l'exécutable pour démarrer le jeu, mais aussi un dossier appelé README, soit lisez-moi. On s'attend en général à ce que ce genre de notice très courante dans les jeux indépendants téléchargés sur internet soit un fichier de texte. Et il y a un fichier texte appelé README ici. Mais on a aussi un fichier en HTML, donc sous la forme d'une page internet. C'est pas une notice habituelle. On a plusieurs paragraphes, d'abord un prologue, qui est un texte cryptique d'un personnage visiblement en train d'agoniser, nous suppliant de découvrir la vérité sur le monde. Et le monde, ici, c'est Internet. Juste en dessous, un texte nous explique le concept du jeu. Vous allez maintenant naviguer à travers les pages d'un monde internet imaginaire. Utilisez la souris pour opérer. Peut-être que vous devrez utiliser votre clavier parfois. Pour quitter, cliquez sur la croix en haut à droite de l'écran. Les instructions continuent plus bas. Quand le jeu commencera, vous serez dirigé vers la page d'entrée. 5 patterns mystérieux apparaîtront en bas à droite de l'écran. Ce sont des liens. Cliquer sur un lien vous amènera sur une autre page. Il n'y a concrètement pas de règles dans ce monde. Vous êtes libre de vous déplacer dans le monde. Pendant votre chemin, vous pourriez graduellement comprendre ses secrets. C'était intriguant, donc j'ai lancé le jeu. The Underground Explorer, c'est une découverte qui se fait en 2 temps. D'abord, il y a la première étape frustrante. Quand on lance le jeu, on se rend compte que c'est imbitable. T'essaies de te balader dans cet internet, sauf que les liens sont des trucs qui ressemblent à ça, et donc la navigation est complètement floue. Tu te retrouves à te balader dans des dizaines de visuels étranges, incompréhensibles, parfois juste bizarres pour être bizarres, mais parfois un peu déstabilisants.
Ouais, vraiment déstabilisant. Le jeu a une vraie ambiance, mais on sent que c'est fait par quelqu'un de jeune et qu'il n'y a surtout aucun objectif. On enchaîne les pages incompréhensibles, liées entre elles sans trop d'explications. Parfois on peut jouer à un mini-jeu, souvent sans objectif ou très vide. Parfois c'est sous la forme d'un RPG où on te demande d'attaquer indéfiniment une femme sans explication et sans que ça ne fasse quoi que ce soit. Parfois tu tombes sur une page qui ressemble un peu plus à un site internet, genre là. Une page web d'un musicien qui te propose d'écouter 4 de ses morceaux. Les 2 premiers sont plutôt enjoués. Et les 2 autres le sont un peu moins. Bref, c'est surréaliste, sans but, et je trouvais ça, la première fois, intriguant, mais pas très intéressant. J'ai fini la plupart de mes premières parties en tombant sur ces pages Erreur 404. Définitivement des trucs les plus frustrants du jeu parce qu'elles te demandent tout simplement de relancer le jeu. Ce sont en gros des cul-de-sac. À chaque fois donc tu devais retourner te balader dans des images sans le moindre sens pendant des heures parsemées de phrases en anglais mal traduites. J'étais un peu frustré, je vais pas vous le cacher à ce moment-là. Puis pendant une de mes nombreuses parties, il s'est passé un truc. J'étais en train d'écrire des notes à côté, sur mon deuxième écran, et à ma gauche, le jeu tournait et était bloqué sur cette page. Et pendant que j'écrivais, il s'est passé ça. Et en fait, ça a été le déclic pour moi. Depuis le début, même dans ces jeux les plus vieux, Kanoguchi n'essaye pas de te prendre par la main. Et parfois, il cache la richesse de ces jeux derrière un manque d'accessibilité. Le design de The Underground Explorer te demande d'aller le plus vite possible, par simple ennui, et d'enchaîner les écrans et les pages. Mais si tu attends un peu, et que tu te penches sur chaque élément, tu réalises que le jeu est truffé à ras-bord de détails et de secrets. Le jeu te demande de refaire certaines actions en boucle, de réfléchir différemment, d'attendre alors que ce n'est pas nécessairement demandé. Et des tonnes de secrets te seront révélés. Et ces secrets sont très souvent vraiment troublants. Par exemple, il y a ce jeu très simple où il suffit juste de ramasser des gens, j'ai pas trouvé d'autre manière de le dire, et si vous le faites qu'une seule fois, il ne se passe rien. Par contre, si vous répétez régulièrement la tâche, au bout d'un moment, il va se passer ça. L'écran se déforme un peu plus à chaque fois que vous récoltez quelqu'un, et lentement un visage se dessine dans le fond. Et si vous relancez le jeu une dernière fois, tu te retrouves d'un coup dans ce couloir simple où tout ce que tu peux faire, c'est avancer. Puis soudain, le son se coupe. Et après quelques secondes de marche, dans une sorte de silence étrange, il se passe ça. En plus de ça, ils semblent tous t'indiquer que tu vas mourir, que tu es mort ou que tu es en train de mourir. Le jeu a l'air de vouloir te prévenir, toi, le navigateur, que quelque chose de grave est en train de se passer lié à toi. Le jeu n'est pas profond, il n'est pas incroyable, mais il m'a fait comprendre plein de choses sur ce que je venais de jouer. Et ça m'a donné envie de rejeter un coup d'œil sur ce que je venais de jouer. D'abord, tous les jeux auxquels j'ai joué utilisent les mêmes codes, les mêmes thèmes et les mêmes symboles. Tout le temps. Et ça m'était complètement passé sous le nez. Vous trouvez pas qu'il y a une surabondance d'œil, de yeux qui vous regardent dans tous les jeux de ce mec? Genre partout, tout le temps. Il y a aussi beaucoup de fois l'utilisation d'images glitchées, de la dégradation, toujours d'une manière similaire. Et donc si tout se répète dans l'œuvre de Kanoguchi, est-ce qu'il faut que je rejoue à tous les jeux que j'avais fait avant? Parce que si The Underground Explorer est dans la continuité de toute l'œuvre de Kanoguchi, qui a l'air de rimer constamment avec elle-même, ça veut dire que les jeux que j'ai ignorés ou déplacés rapidement cachent peut-être quelque chose. Si je fais des actions qui ne sont pas forcément intuitives. Donc attends, je vais en relancer un, genre celui avec la musique et là une image fixe sur rien. Oh merde! Je passais à côté de ça? Et si je relance celui-ci là, Watashi no Omoide, que j'attends un peu? Ouais non, il se passe rien. Ah!
comment j'ai pu rater ça? Ah putain, arrête. Ok. Ça commence. Les jeux de Kanoguchi, à partir d'un certain point au début de sa carrière, commencent à devenir de plus en plus étranges et surtout de plus en plus flippants. Et pour s'en rendre compte, ça te demande une certaine volonté. Les jeux et programmes que ce mec crée, dès le début, ne sont pas faits pour le grand nombre, mais pour le petit pourcentage de gens suffisamment déterminés à pousser le truc, qui seront récompensés par un événement pas du tout prévu à la base. Un exemple les plus binaires et typiques, c'est un programme qu'il a appelé Window. Quand je l'ai lancé la première fois, il y avait juste cette petite image inquiétante, avec des bruits d'atmosphère étranges. Celui-là, il a un peu retenu mon attention. Je me demandais comment on pouvait interagir avec celui-ci. J'ai essayé beaucoup de trucs, ça n'a pas marché. Sauf qu'à un moment, j'ai eu envie de le relancer. Et j'ai eu la chance de tomber sur ça. Ce programme a un petit pourcentage de te lancer cette image inquiétante plutôt que l'image habituelle. Et le procédé, je le trouve intéressant. Le jeu Endless Loop, qu'on avait vu très brièvement avant, la première fois que j'y avais joué, j'ai très vite abandonné. Ça ressemble au classique premier jeu que tu crées quand tu télécharges Game Maker et qui est en vrai assez inintéressant. Tu contrôles un carré et tu dois franchir l'écran sans toucher ces obstacles qui bougent à chaque fois avec un rythme aléatoire. À chaque fois qu'on passe au niveau suivant, il se passe ça. L'écran se distord un peu et la difficulté augmente à chaque niveau alors que l'écran se déforme de plus en plus. Au début je pensais que c'était tout, c'était un concept très simple et je suis parti un peu ennuyé au bout de quelques niveaux. Mais si j'avais joué un peu plus, il se serait passé ça. Toutes les textures du jeu se métamorphosent en une série de yeux qui te regardent et si vous franchissez le niveau, le jeu se corrompt complètement. Puis de retour au premier niveau. On comprend donc très vite un truc. Le fait que le jeu ressemble à un jeu fait par Game Maker par un très jeune amateur, en fait c'était voulu. Le fait qu'il ait l'air aussi simple et moche, c'était prévu dès le départ. Si tu télécharges le jeu et que tu y joues sans t'attendre à rien, cet écran, il va vraiment te marquer. C'est le cas de pas mal de jeux du début de la carrière de Kanoguchi. Il fonctionne sur une logique de bait and switch. Tu t'attends à un type de jeu et tu te fais surprendre par une mécanique ou un visuel imprévu. Et souvent, il va utiliser ce truc dont je vous avais parlé dans l'intro. Ce truc que c'est créé par un seul créateur, que c'est indépendant. Et donc du coup, tu t'attends à quelque chose de simple et quand quelque chose de travaillé avec une ambiance surprenante d'un coup arrive, ça te surprend vraiment. Mais t'as aussi dans les jeux sans interaction des trucs trop bizarres, genre Gun and Romorph. Une sorte de série de visuels sous fond de musique. C'est assez troublant à voir, c'est aléatoire, ça saute dans tous les sens, c'est surréaliste. Et t'as toujours des yeux partout, tout le temps. Dans quasiment tous les jeux de Kanoguchi, on retrouve ces yeux qui t'observent. Parfois, littéralement. Genre par exemple le jeu Watching, où tu es dans un couloir avec en face de toi un personnage qui t'observe. Aléatoirement, l'écran va devenir rouge, et quand ça arrive, il faut appuyer sur la souris, ce qui fige le jeu. On peut la relâcher quand le personnage en face de toi revient à la normale, et l'objectif c'est de rester le plus longtemps en vie et d'accumuler le plus de points, sachant qu'on gagne des points seulement quand la souris est relâchée, donc quand on est vulnérable. Le jeu est simple, c'est un mini-jeu très efficace, et la tension lorsque tu es tout près de la créature est assez importante. Et encore une fois, on a un énième jeu où on est observé par une créature qui est représentée par un œil. Et si on revient même dans les anciens jeux que je trouvais déjà moins intéressants, les yeux sont déjà présents. Tu es observé, peu importe le jeu que tu fais. Et parfois leur présence met vraiment très mal à l'aise. Un jeu de Kanoguchi qui est assez classique et même un peu moyen, c'est le jeu Porno Kitchen. C'est un jeu avec des graphismes très surréaliste, où juste tu contrôles un truc qui doit éviter d'autres trucs. En même temps, en fond, vous avez de la musique classique et aussi une voix synthétique, Google Traduction en français, qui lit des textes présents sur l'écran avec à chaque fois 4 ans de retard. Bref, c'est un mec original. J'avoue que j'ai du mal à comprendre où il veut en venir. Ce jeu, il est divisé en niveaux qui sont appelés des leçons. C'est dur à en crever, je vous promets, c'est un cauchemar. J'ai même pas réussi à terminer le 4e. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont mis mal à l'aise dans ce jeu. D'abord, la première leçon, où vous devez éviter des yeux pendant que l'image de fond semble fondre et révèle des dizaines d'yeux qui t'observent, de plus en plus au cours du niveau. Et si c'est pas déjà suffisant, il y a la deuxième leçon. Elle a l'air normale pendant la majorité du temps, sauf quand il y a des messages qui veulent dire à l'aide en boucle et que la voix en fond dit Let's kill people en boucle.
Let's keep people. Voilà. Mais quelques temps avant la fin, il se passe ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça m'a vraiment surpris. Tu sors d'un coup de l'esthétique habituelle du jeu qui est complètement surréaliste et tu tombes sur quelque chose de très froid. Ça te laisse vraiment perplexe. Donc j'ai commencé à choper toutes ces infos qui se répétaient de jeu en jeu et cet univers qui au fur et à mesure de mes tests devenait de plus en plus distordu. Et j'ai commencé à être tenté à briser la seule règle que je m'étais imposée. J'avais vraiment envie de faire des recherches sur le mec. Mon objectif à la base c'était de faire tout à l'aveugle, mais là je commençais à avoir un feeling. La cohérence dans les œuvres, la surabondance de textes, de messages menaçants, la présence des yeux, les visages dessinés comme des parties détachées les unes des autres, comme si chaque partie du visage était pris indépendamment, les thèmes de la paranoïa, du fait d'être observé, ça me rappelait un truc. J'avais une intuition. J'ai donc ouvert Google, j'ai cherché 2-3 infos sur Kanoguchi et j'ai eu la réponse à laquelle je m'attendais très vite, dans un commentaire critique d'un de ces jeux. La rumeur sur internet la plus persistante sur Kanoguchi, c'est qu'il serait atteint de schizophrénie et de paralysie du sommeil. Et d'un coup, tout prend une autre tournure. J'ai un pote assez proche qui est passionné par les jeux indépendants bizarres, et notamment il adore ce qu'on appelle les doujin, une sorte de culture proéminente au Japon, qui englobe tous les créateurs de manga, de musique et surtout de jeux vidéo, qui travaillent en grande indépendance, en amateur complet. La culture a commencé il y a longtemps, même au début du jeu vidéo, où ces gens vendaient leurs jeux pirates dans la rue à qui voulait bien les acheter. Naturellement, à chaque fois que je tombe sur des jeux vidéo intéressants et des perles comme Kanoguchi, je lui envoie, et il y joue dans la seconde. Quand je lui ai envoyé l'archive de Kanoguchi, il est revenu à moi quelques jours après et m'a dit un truc. Récemment, il avait vécu dans le hall d'un hôtel la première crise psychotique de sa vie. Il s'est mis à croire qu'il était observé, commençait à entendre des voix. Il a commencé à croire que ses pensées n'étaient pas les siennes, qu'il était contrôlé à distance. Le tout alors que ses amis, en voyage avec lui, essayaient désespérément de le calmer. Le tout a pris des heures. Et il m'a également dit une autre chose. Il m'a dit que les jeux de Kanoguchi auxquels il avait joué, particulièrement certains qui vont venir plus tard dans cette vidéo, lui avaient énormément parlé. Il faisait terriblement écho à son expérience et à sa peur d'un potentiel diagnostic de la schizophrénie. Le tout sans qu'il ne soit au courant de la rumeur sur Kanoguchi. Cette interaction avec mon pote a durablement impacté l'angle de ma vidéo. Alors, soyons clairs à propos d'une chose. Je précise avant tout, comme à chaque fois que je parle de maladie mentale, etc., c'est un sujet où c'est très difficile quand on est quelqu'un qui fait ses recherches tout seul d'être juste. Même quand tu poses des questions à des professionnels, tu tomberas forcément sur des énormités ou des trucs qui sont pas tout à fait justes. Je ne sais pas de quoi je parle. J'essaye de faire mon maximum pour dire les choses vraies. Si j'ai tort, pitié, corrigez-moi en commentaire, envoyez-moi un mail, je ferai un erratum. Voilà. Je ne pense pas que la schizophrénie possible de Kanoguchi explique quoi que ce soit sur le style et la tournure de ses jeux. Il faut très vite s'éloigner de l'archétype de l'artiste fou, bête de foire, car c'est en vrai très déshumanisant. La schizophrénie, aujourd'hui, c'est une maladie mentale qui, quand elle est bien suivie et médicamentée, est parfaitement vivable. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous avez connu, sans le savoir, une personne schizophrène. Ou du moins, il est surtout probable que vous ayez connu quelqu'un qui expérimentera des symptômes de la schizophrénie, ou alors quelqu'un qui en a expérimenté déjà, mais qui a eu une rémission totale de ses symptômes, ce qui arrive dans 1/3 des cas. Il faut arrêter avec l'image du fou dangereux. Ce n'est pas vrai, cette image. Mais donc du coup, il est essentiel qu'on parle un peu de schizophrénie. Un des défauts de ma vidéo sur l'art des personnes atteintes de maladies mentales, c'est qu'elle contribuait un peu à la vision artiste incontrôlable. Alors qu'en réalité, la plupart des artistes que je traitais dans la vidéo, c'était des artistes atteints de psychose non médicamentée ou mal médicamentée, à un moment où on ne savait pas traiter ces maladies, qui essayaient de s'exprimer sur leur mal-être et leurs expériences, et ce, qu'elles soient liées à leurs idées délirantes ou non. Donc si Kanoguchi est bien atteint de schizophrénie, je ne pense pas que ses œuvres sont issues de la possible maladie mentale. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il s'exprime sur son vécu, et que son vécu inclut forcément les expériences propres à la maladie de la schizophrénie. Genre c'est clair que dans ses premiers jeux, quand il était visiblement très jeune, on voit les difficultés qu'un jeune adulte peut rencontrer avec la solitude, et aussi la difficulté avec les premières relations. Donc une des premières choses qui te vient à l'esprit, quand tu te rends compte que ce mec parle de choses qu'il a vécues, qu'il te parle de son vécu, qu'il est le reflet de comment il voit le monde, est-ce que ça, ou ça, c'est des trucs qu'il a vus, ou alors des trucs qui sont le reflet de pensées qu'il a pu avoir? Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, la schizophrénie, c'est une maladie très difficile à vivre. La maladie, elle peut avoir
beaucoup de manières de se manifester. Mais de ce que j'ai compris, la plupart du temps, ça se manifeste par des idées délirantes, des hallucinations et une générale perte de contact avec la réalité. Et le pire, c'est que la plupart du temps, c'est difficile pour la personne malade de réaliser qu'elle est malade, car son expérience de la réalité ne lui paraît absolument pas factice. Si un schizophrène se crée l'idée délirante que ses médicaments sont du poison, ce qui arrive assez souvent, il se peut qu'elle fuit le traitement. Et associé à des délires de grandeur ou de persécution, où le malade va penser notamment qu'il est la cible d'un complot, ça amène à un des trucs les plus dévastateurs chez les schizophrènes, l'isolement pur et simple du patient. Il va se reclure sur lui-même et refuser le contact avec les autres. Quand tu réalises la difficulté de la maladie et la volonté de Kaneguchi visiblement dans certains de ses jeux de parler de son ressenti face au monde, tu te demandes naturellement à quel point ce qu'il représente est lié à ça. Eh bien, pour voir tout ça, on va un peu se pencher sur l'environnement internet de Kaneguchi. Vous inquiétez pas, on va reparler un peu plus tard de la schizophrénie, un peu en détail, mais on va essayer quand même de voir les choses pas tout à fait sous le prisme de Kaneguchi est schizophrène. Je trouve que ce serait une erreur et surtout irrespectueux. Déjà parce que pour l'instant, sur le moment, je ne savais pas si Kaneguchi était vraiment schizophrène. Sur le moment, ça ressemblait plus à une rumeur. Certains articles que je ne pouvais même pas ouvrir semblaient indiquer que le mec l'avait dit lui-même, qu'il était assez ouvert à propos de ça, mais je trouvais pas vraiment l'info. Donc pour l'instant, on ne sait rien, mais si on trouve des choses qui semblent nous aiguiller dans cette direction, je le pointerai du doigt, évidemment, sans faire le côté bête de foi. L'existence sur internet de Kaneguchi est surprenamment très diverse. Mais le hub principal pour accéder à son univers, c'est son site internet kaneguchi93.neocities.org. Dans un premier temps, on trouve dans son menu un petit onglet avec une courte biographie, où on apprend pas mal de choses sur sa vie. D'abord, première révélation, Kaneguchi est né en 1993. Donc la deuxième révélation qui vient naturellement sur le gars, c'est que les premiers jeux de Kaneguchi que je vous ai présentés datent de quand il avait entre 13 et 16 ans. Il était très jeune, extrêmement jeune, et ça remet en perspective ses débuts plus hésitants et moins précis. On apprend d'ailleurs que plusieurs de ces jeux ont gagné des prix dans sa jeunesse, notamment ces jeux Intelligent Reality Paradise et Imagination Reality Paradise, des jeux qui sont un peu des sortes de mini-jeux absurdes, flippants, un peu à la WarioWare, mais plus chelou genre. Ces jeux lui ont valu des prix d'excellence, notamment le premier opus, qu'il a fait du haut de ses 15 ans. Et quand on défile les années, on se rend compte que le mec a gagné en vrai beaucoup d'autres trucs au cours de sa carrière, et que ça continue encore maintenant. Et ce type peut se vanter d'avoir une sorte de carrière artistique au Japon. Il a été exposé dans plusieurs expositions, et sans être un grand nom, il a l'air d'avoir une certaine popularité dans sa niche à l'échelle semi-locale. Plus haut dans le menu de son site, on peut réaliser l'étendue de ses sorties artistiques. Romans, dessins, peinture, logiciels et musique, le mec est très complet. C'est là enfin qu'on peut comprendre comment s'organisent ces jeux. Les jeux Kaneguchi Soft sont divisés en packs. Ce sont des sélections de jeux qui sont visiblement découpés de manière arbitraire, mais toujours dans un ordre chronologique. Chaque jeu ou logiciel de Kaneguchi a un identifiant et permet ainsi de retracer l'ordre de publication des jeux. Ils vont de 1 à 433. À l'heure où j'écris ces lignes, les premiers packs de jeux ne sont pas disponibles. Et si je n'avais pas eu d'archives, je n'aurais pas pu jouer à un paquet de ces très vieux jeux. Donc, troisième révélation, une partie des vieux jeux de Kaneguchi sont donc aujourd'hui des Lost Media. Et des Lost Media que j'aimerais bien qu'on retrouve. Je veux savoir ce qu'on a raté. L'archive que je vous ai présentée n'est pas exhaustive et elle répertorie même les identifiants des jeux qui sont aujourd'hui perdus. Ce site me donne donc accès à beaucoup plus de créations de Kaneguchi et surtout beaucoup plus de jeux. Des jeux plus récents et donc plus aboutis. Juste, moi, ce qui m'intrigue juste maintenant, c'est ses peintures et aussi ses dessins. Il a un compte Pixiv où il poste ses dessins et on trouve aussi ses archives où pareil, ses artworks sont divisés en packs de 100 images et il y en a en tout 1400. 1400 travaux visuels numérotés étalés sur toute sa vie. Ce mec a été prolifique et ça rajoute encore plus au puzzle d'essayer de le comprendre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ses dessins et travaux artistiques visuels sont inquiétants. En fait, dès son adolescence, on reconnaît un style qui va perdurer tout le long de sa carrière. On peut voir dans les premiers packs des peintures enfantines, mais terrifiantes. On remarque un gars avec un univers interne assez troublé. Et je vois vraiment, et je pense que c'est une coïncidence, beaucoup de points communs avec les artistes dont j'ai pu parler dans ma vidéo sur l'art des personnes atteintes de maladies mentales. On retrouve ce même besoin de combler l'espace, des gribouillis partout pour compléter les trous, des mots écrits frénétiquement partout, la surabondance d'œil et un sentiment général que Kaneguchi se sent observé par quelque chose de menaçant. Les corps sont tordus, déformés et les visages sont morcelés. Chaque élément du visage a l'air séparé et le tout a l'air toujours éparpillé. Ça m'a fait donc penser aussi au travail de Brian Charnley et sa fameuse série d'autoportraits quand il tombait dans les méandres de sa maladie.
Et toutes les premières centaines d'artworks sont comme ça. Et parfois, les images sont vraiment troublantes, quand on réalise qu'elles sont réalisées par quelqu'un de très très jeune. Puis à partir d'un moment, les peintures se réorganisent. Et si on sent moins de désordre, on reconnaît encore plus d'obscurité et un mal-être puissant. Kanoguchi est sombre, et on ressent une véritable volonté de s'exprimer à travers tous les moyens artistiques possibles. Il a un univers interne distordu, une manière de s'exprimer qui est très propre à lui-même. Personnellement, dans ses œuvres visuelles, je trouve quand même pas mal de trucs qui me font de la peine. C'est incroyable la quantité de trucs que ce mec a créé, et surtout, c'est ultra consistant. On trouve dans toutes ses créations les mêmes thèmes, les mêmes procédés, revenant avec obsession. La dégradation par le glitch, le sentiment d'être observé, l'isolement et la mort, plus particulièrement le suicide. C'est un truc dont j'avais pas encore parlé, mais pas mal des tout premiers jeux que j'avais testés sur le moment ont des symboles qui évoquent le suicide de façon transparente. Dans The Underground Explorer, plusieurs secrets le montrent. Et il y a des jeux entiers qui font écho à ce sentiment. Et c'est inquiétant. C'est un gars qui finit par avoir l'air, de par ses jeux et son art, vraiment en détresse. Genre par exemple le jeu Alone Over, qui est un jeu où on joue à l'envers, l'histoire d'un homme qui se jette d'un immeuble. C'est cru et ça alerte. Une consistance de ce type dans l'œuvre d'un artiste, c'est pas toujours quelque chose d'impressionnant. Ce qui est vraiment impressionnant ici, c'est qu'il a les mêmes codes, et ce, depuis bientôt 20 ans. Il a commencé à avoir un style et une idée claire de ce qu'il voulait raconter, dire et faire, et vous allez voir à quel point le mec va raffiner son style et rester fidèle à celui-ci. Mais bon, bref, à ce moment-là, j'avais une idée plus claire de qui était Kanoguchi, mais j'avais quand même pas envie que ça forme une opinion trop claire autour du gars et de son œuvre. Je voulais pas voir tout ça à travers uniquement ce que je savais maintenant de la personne. J'avais donc en ma possession une quantité fascinante de jeux et de programmes étranges, et je pouvais donc rentrer dans la deuxième phase chronologique de ces jeux. Le moment où Kanoguchi commence à savoir ce qu'il fait. Et je vais donc vous parler de tous les jeux que j'ai trouvés intéressants, ou troublants, et on va essayer lentement de faire sens de ce puzzle. Voici donc une liste non exhaustive de jeux que j'ai trouvés intéressants qui ont été réalisés par Kanoguchi, des jeux distordus qui ont l'air finis ou non, qui, j'espère, vont vous intéresser. Quand on ouvre le programme For You, on se retrouve avec une musique très répétitive et ce petit texte simple présentant le jeu. Au début, on essaye d'utiliser des commandes pour passer à la suite du jeu. Rien ne marche. Le jeu révèle son vrai potentiel quand on déplace la fenêtre. Je vous conseille de mettre un casque, car aller haut rend le son grave, aller bas rend le son aigu, et aller de gauche à droite te fait aller de l'oreille gauche à l'oreille droite. Quand on se déplace dans l'environnement avec la fenêtre, on voit ces très simples animations de bouche, d'hommes se transformant en bâtiment, et aussi cette corde avec un nœud coulant. À force de déplacer la fenêtre, les formes vont avoir des tailles de plus en plus grotesques. Puis à un moment, alors que le jeu se répète, je me suis dit que j'allais accélérer les choses en secouant la fenêtre le plus vite possible. Désolé pour le jumpscare, je voulais le garder de manière authentique parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'un jeu avec un sursaut comme ça marchait sur moi. Ce visage couvert d'yeux est vraiment terrifiant et surtout, il suit la fenêtre, au contraire du fond. La première fois que j'avais joué, j'avais arrêté la partie ici. Ça m'avait eu et je voulais passer à autre chose. Je pensais qu'il n'y avait pas grand chose de plus. Mais quelques temps après, j'y ai rejoué et j'ai donc décidé de secouer à nouveau. Puis ici, on secoue une nouvelle fois. Comme la majorité des jeux de Kanoguchi qu'on va traiter, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire avec celui-ci. Mais en tout cas, je l'ai trouvé terriblement efficace. C'est simple, et ça donne un peu cette impression d'être observé. Go Rotten n'est pas un jeu. C'est plus une sorte de vidéo concept interactif. Je vais en parler quand même, pour plusieurs raisons que vous allez comprendre. Go Rotten signifie littéralement pourrir. Et quand on ouvre le jeu, on est présenté avec cette image assez troublante d'un visage rougi qui se répète. On peut, si on appuie sur la flèche gauche ou la flèche droite, défiler les images qui sont toutes numérotées et les mêmes. Une sorte de zootrope qui n'aurait pas d'animation, juste toujours la même image. Faire défiler les images change la vitesse de la musique et sur le moment on peut se dire que rien ne va se passer et que c'est un énième fond d'écran réalisé par Kanoguchi, une sorte de tentative. Sauf que quand j'ai voulu arrêter le défilement pour aller vers une autre direction, j'ai vu ça, très brièvement. Une sorte de début de corruption sur une des images.
Une corruption qui ressemble beaucoup au style d'autres jeux de Kanoguchi. Donc j'ai décidé de continuer à défiler. Et en fait, dans ce jeu, vous pouvez voir au fil du temps la décomposition progresser sur ce visage. La pourriture s'étaler sur celui-ci. Et plus le temps défile, plus on dirait qu'il tremble de douleur face au passage du temps. Et plus vous attendez, plus il est méconnaissable. Et c'est beaucoup plus flagrant si vous arrêtez le défilement. Il ne devient qu'une silhouette de ce qu'il était. Le jeu n'a pas de fin. Vous pouvez, si vous voulez, le faire tourner pendant des heures et voir le visage se décomposer de plus en plus au fil du temps, sans jamais s'arrêter. On retrouve un thème de prédilection de Kanoguchi, la dégradation, la dégénérescence. Si d'habitude il détruit les jeux eux-mêmes et ses textures, ici l'image est plus claire, car on l'associe directement à un visage. Ce jeu fait partie des plus connus de Kanoguchi, notamment car il en a fait une simple vidéo sur sa chaîne YouTube qui a amassé 34 000 vues au cours du temps. Et c'est intéressant de voir à quel point les gens résonnent avec cette œuvre en particulier. Il y a des gens qui t'en parlent comme s'ils étaient vraiment bouleversés. Et je sais qu'apparemment, j'ai pas trouvé vraiment beaucoup de résidus de ça, mais apparemment c'est vrai, des gifs de ce jeu tournaient pas mal sur internet. Là, l'impact des jeux que je vous présente peut peut-être être réduit, car je vous les présente à la suite, pour les lier dans l'œuvre du gars. Mais n'oubliez pas que la plupart des expériences de ces jeux par le public, c'est pris dans un vide. Et dans un vide, en dehors de tout repère, ils sont d'autant plus marquants, parce qu'on n'a pas de personne à qui les associer. Mais toujours en regardant les commentaires de cette vidéo, j'ai trouvé une discussion très simple, et qui, pourtant, m'a pas mal intrigué. Mais du coup, quelle est l'histoire derrière ça? J'ai vu pas mal de vidéos sur ça récemment. J'ai entendu quelque part que l'histoire derrière tout ça, c'est que l'artiste est schizophrène et qu'il fait des jeux basés sur ses épisodes psychotiques et ses cauchemars. Pour l'instant, j'ai rien qui prouve ces dires, et on va en reparler vers la fin. Mais gardez ça en tête. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo peut peut-être être une retranscription de vraies expériences du mec. Et pour certains jeux, c'est plus évident que d'autres. Je le redis ici parce que c'est important. Dans les prochaines minutes, je risque de dire des trucs qui ne sont pas vrais. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, voilà, si vous êtes qualifié. J'ai essayé de me faire relire, etc. Mais je ne suis pas sûr. Je suis ouvert à me faire dézinguer s'il le faut. Alors, depuis le début de cette vidéo, je fais une erreur, et même depuis le début des findings où je mentionne le sujet de la schizophrénie. Je parle quasiment que de schizophrénie paranoïde. La schizophrénie, ça a plusieurs formes, et en l'occurrence, une erreur que je fais souvent, c'est que plusieurs formes de schizophrénie n'incluent pas d'expérience hallucinatoire ou spécialement délirante. C'est le cas par exemple de la schizophrénie résiduelle, de ce que j'ai pu lire, ou alors de la schizophrénie désorganisée, où une personne ne va pas halluciner, mais plutôt avoir un comportement désorganisé, aussi bien physiquement que dans le langage. Et ça, c'est dû à la méconnaissance des deux types de symptômes de la schizophrénie. Les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Alors, petite clarification, je sais pas comment j'ai fait cette erreur, mais il y a en fait un troisième type de symptômes, ça s'appelle les symptômes de désorganisation. Ça englobe tous les comportements incohérents, les flux de pensée incohérents, l'altération de la parole, etc. Je vais moins en parler dans cette vidéo, mais c'est un des trois grands axes de la schizophrénie, j'aurais dû le mentionner, excusez-moi. Alors, par négatif et positif, on dit absolument pas que certains symptômes sont trop cool, alors que des autres sont un peu chiants. Non, c'est vraiment pas ça. En l'occurrence, un symptôme positif, c'est un symptôme qui ajoute à la perception d'un individu. C'est un truc que va vivre un patient schizophrène notamment, qui est une addition de la réalité. Des hallucinations, des idées délirantes, etc., etc. Et un symptôme négatif, c'est un symptôme qui va créer un déficit dans certaines fonctions cognitives, ou alors des fonctions sociales. Des manques de coordination motrice, des grosses difficultés à la communication et l'intégration, et surtout un énorme retrait social. La personne va s'isoler, parfois ne plus être capable de ressentir du plaisir. Et c'est généralement cette partie-là, de ce que j'ai compris, qui est la plus dure à vivre, figurez-vous. C'est la partie qui peut détruire, dans certains cas, complètement ta vie, tes relations, ton lien avec les autres. Et en plus de ça, c'est la partie qui est la plus difficile à traiter. Une des idées les plus persistantes dans la culture populaire, c'est qu'un schizophrène est dangereux. C'est faux. Les personnes schizophrènes ne sont absolument pas plus dangereuses et agressives que la norme. C'est plutôt l'inverse. Ils sont 1000 fois plus susceptibles d'être victimes de violences. Les rares cas où des personnes schizophrènes sont plus violentes que la norme, c'est quand c'est combiné avec d'autres troubles. Par exemple, une plus grande propension à prendre des substances addictives et illicites. Ça me paraît important de préciser tout ça, car moi, quand je découvrais les jeux de Kanoguchi, j'avais surtout l'image de la schizophrénie qui incluait des hallucinations. J'ai donc vu le travail de Kanoguchi
Kanoguchi à travers surtout le prisme de la schizophrénie paranoïde, et j'ai eu l'impression de voir des trucs qui y ressemblent dans certains jeux de Kanoguchi. Mais n'oubliez pas que je suis en train de purement spéculer, et pour ceux que ça peut déranger, attendez la fin de la vidéo. Donc en prenant en compte ce point de vue, penchons-nous sur les crises psychotiques de la schizophrénie, à quoi ça peut ressembler. Très souvent, ça va se manifester par l'audition de voix désincarnées qui parlent au patient, lui donnent des instructions, peuvent avoir des discussions avec lui, qu'elles soient amicales, menaçantes, reflets de délire paranoïaque ou juste insupportables. Ça va se manifester aussi par des délires, des croyances complètement infondées, apparaissant souvent de quasi rien, que le patient va croire dur comme fer, même si on lui montre des preuves que c'est faux. Il y a beaucoup de cas où des personnes schizophrènes vont croire qu'il y a un complot autour d'elles, que des gens la cherchent, que des gens ou des aliens communiquent avec lui, par les pensées, ou que ses pensées sont contrôlées. C'est pas tout le temps le cas, souvent ça va plutôt par vagues, c'est chronique, mais des sortes de vagues plus psychotiques, des épisodes psychotiques. Pendant ces épisodes, le patient va peut-être commencer à s'exprimer bizarrement, avec des paroles désorganisées, des actions peu cohérentes, bref, pendant des durées pouvant varier drastiquement, une personne atteinte de schizophrénie peut se retrouver dans un enfer qu'il ne peut que subir, ou alors un enfer qui est créé uniquement par le décalage entre sa perception et celle des autres. Les hallucinations peuvent en effet ne pas être violentes ou problématiques, mais le fait d'être seul dans l'expérience peut largement faire monter l'isolement et la paranoïa. Pourquoi est-ce que moi j'entends quelque chose et que les autres, tout autour de moi, me disent que ça n'existe pas, alors que je suis sûr que c'est vrai? Ce genre d'isolement, ça crée de la paranoïa. Et si on essaye d'appliquer cette vision selon laquelle Kanoguchi fait des jeux qui se basent un peu sur son expérience de la maladie, certains jeux semblent être le reflet de cette réalité. Il y a 2 jeux qui m'ont fait tiquer et donné l'impression que Kanoguchi essayait de représenter sa maladie. Ou du moins, c'est 2 jeux qui auraient pu créer ou alimenter la rumeur. Ils viennent assez tôt dans la carrière de Kanoguchi et je pense qu'on peut très facilement les lier à la maladie de la schizophrénie. Le premier, c'est ce jeu, au titre japonais pouvant se traduire par « Une jeune fille a été massacrée dans la prison de Robo Afagoku ». Alors, 3 choses. D'abord, la prison de Robo Afagoku n'existe pas. J'ai cherché du mieux que je pouvais et j'ai pas trouvé ce que c'était. Deuxième chose, le kanji utilisé pour dire le mot prison peut aussi faire référence à l'enfer, donc je suis pas certain de la traduction. Et troisième chose, ça n'a rien à voir avec le programme. Alors, on n'est clairement pas en face d'un chef-d'œuvre de Kanoguchi. Clairement, c'est pas un jeu, c'est une petite expérimentation vidéo et ça fait partie du début de sa carrière, c'est clairement un essai. Dans ce jeu, juste on vous enlève la vue et on vous met dans cet étrange chaos de sons éparpillés tout autour de vos canaux stéréo. C'est assez désagréable et chelou à écouter, mais c'est à peu près tout et en vrai l'expérience est assez déroutante. J'en parle car c'est une des premières fois dans toute la carrière de Kanoguchi qu'on peut avoir un truc ressemblant le plus aux hallucinations auditives propres à la schizophrénie, et donc aux symptômes positifs de la schizophrénie. On entend un peu ces voix désincarnées, qui sont souvent parfois moqueuses, parfois juste désagréables, qui sont alliées ici à des bruits stridents et inquiétants, un peu comme s'il y avait une sorte d'hyper-vigilance. Donc voilà, ce jeu m'a fait tiquer, mais il y en a un autre, lui aussi assez vieux dans la carrière de Kanoguchi, que j'ai trouvé intéressant et cette fois-ci il y a un peu plus de matière. C'est un jeu appelé Shiawase ni Naritakata Ito, ou en français, quelqu'un qui voulait être heureux. Dans ce jeu, vous êtes fixe et vous ne pouvez interagir que d'une seule manière. Appuyez sur la barre d'espace. Vous êtes bloqué à observer ce modèle de femme fantomatique s'approcher lentement de vous. On peut vous entendre respirer fort comme si vous étiez terrorisé en fond. La femme répète de manière insistante une phrase. Est-ce que ta mère t'a vu ? Quand vous appuyez sur la barre d'espace, vous éloignez un tout petit peu plus la femme. On comprend par contre avec l'écran rouge que cet éloignement se fait dans la violence. Cette femme n'a même pas l'air d'être une menace, car si on la laisse s'approcher, elle reste là sans vous faire du mal, près de vous. À force d'éloigner cette femme, l'environnement va subitement changer. Montrant des peintures avec elle et un plus jeune garçon. Elle se met à dire une autre phrase en boucle. Pourquoi tu ne crois pas ta mère ? Puis au bout d'un moment, à force d'éloigner la femme continuellement, l'environnement autour se dégrade. Puis la part d'espace finit par cesser de fonctionner. Et ceci se passe. Le bruit strident continue encore et encore, jusqu'à ce que la femme disparaisse. Tout ce qu'il vous reste à faire,
c'est de fermer la fenêtre du jeu. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi ce jeu m'a fait penser à la rumeur sur Kanoguchi. Si le premier représentait les symptômes positifs, celui-ci a l'air de représenter les symptômes négatifs. Ce personnage de femme, c'est plutôt évident, c'est une figure maternelle, et tout ce qu'on peut faire dans le jeu, c'est de repousser cette figure. Littéralement, dans ce jeu, on repousse avec violence son entourage. On s'isole au maximum. La figure est perçue comme malfaisante et dangereuse, mais en réalité, rien ne semble le montrer. C'est notre perception qui est corrompue, un peu comme si on était paranoïaque. À la fin, ce qu'on observe, j'ai l'impression, c'est le moment de rupture. Le moment où repousser l'entourage amène à une fracture indélébile dans la relation. On voit la relation se pourrir, la mère disparaître dans la vie de son enfant, l'enfant a été effacé de sa vie. Et je veux pas spoiler la suite de la vidéo, mais je pense que cette interprétation est bonne. Gardez ce jeu en tête, parce que ça va revenir à la toute fin de la vidéo. Par contre, ces deux jeux m'ont fait aussi me rendre compte d'un truc avec les jeux de Kanoguchi. En fait, dans ces deux jeux et dans énormément d'autres jeux, on est parfaitement impuissant. Le premier n'a pas d'interaction, l'autre a de l'interaction, mais il est impossible d'avoir une autre issue au jeu. Et c'est pas nouveau, c'est probablement le truc le plus utilisé par Kanoguchi. Il a littéralement fait un jeu qui s'appelle You Can Do Anything, qui est un jeu qui ressemble à un jeu, mais où vous pouvez rien faire. Mais en fait, ce procédé et le fait en général qu'il ait réalisé des tonnes de jeux qui sont en réalité plus des expérimentations vidéo sans vraiment d'interaction, c'est la meilleure manière de représenter une émotion clé de son œuvre. Tu n'as pas le contrôle. Quand tu joues à un jeu de ce mec, tu as moins de contrôle que le jeu a du contrôle sur toi. Et quand tu joues à chacun de ces jeux en boucle, ça crée une atmosphère d'impuissance qui va devenir de plus en plus claire au fur et à mesure de sa carrière. Mais il y a encore un autre truc qui me frappe avec ce jeu. C'est un autre grand thème de l'œuvre de Kanoguchi. Quand je jouais chronologiquement au jeu de Kanoguchi, j'ai fini par me rendre compte de quelque chose de frappant. Dans la majorité de ces jeux, que ce soit voulu ou non, Kanoguchi crée des prisons. Énormément de jeux de Kanoguchi sont des jeux où vous êtes bloqué à un endroit, incapable de sortir et d'interagir. Vous y êtes souvent forcé d'observer l'action ou alors d'éviter des choses qui vous sont imposées. Et c'était le cas dans le premier jeu que je vous avais montré de Kanoguchi, Coin Collector, où votre personnage est enfermé. C'est le cas dans beaucoup de jeux du début de la carrière de Kanoguchi, mais ça devient plus évident quand on arrive dans ces jeux en 3D. Mortuary par exemple est un des jeux de Kanoguchi les plus connus. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment un jeu. Vous apparaissez dans une boîte entièrement tapissée de cette image enfantine de poupée. La musique en fond est de plutôt mauvaise qualité et est assez menaçante. Sur le moment, vous n'avez rien d'autre à faire que d'observer les alentours et vous devez penser que c'est un énième jeu du gars qui est une sorte d'arrière-plan interactif. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez remarquer que les couleurs des textures saturent et s'assombrissent. Puis au cours du temps, tout finit par s'écrouler, vous laissant dans une ambiance morbide. Comme si vous étiez en train de brûler un corps en pleine crémation. On trouve aussi le jeu Merry-Go-Round, qui est une déformation de merry-go-round, qui veut dire carrousel ou manège en anglais. Et c'est aussi une prison de Kanoguchi, où vous vous retrouvez à tourner en rond à une vitesse aléatoire, changeant également la vitesse de la musique de fond, qui est la marche nuptiale de Mendelssohn. Tout le long, on est observé par ces personnages flous, à tête d'œil. Et plus le temps passe, plus ils sont corrompus par des lignes rouges, des glitches, mais surtout des yeux en noir et blanc. On tourne de manière incessante et plus le temps passe, plus on se sent observé. Et énormément de programmes créés par Kanoguchi ressemblent à ça. Ce sont des prisons où on est forcé de voir, de subir, sans jamais pouvoir s'échapper. Et parfois, les prisons de Kanoguchi sont présentes de manière littérale. Elles sont représentées directement avec les barreaux. Par exemple, dans son clip vidéo interactif appelé Snails. Synchronisé avec une musique de Kanoguchi, on nous montre une figure enfermée littéralement dans une prison, qui lentement s'y échappe, avant de s'y retrouver à nouveau à la fin. Autre exemple, on a une sorte de vidéo interactif où vous observez une discussion entre un homme et sa fille en prison, du point de vue de celui-ci. Et vous pouvez switcher entre deux plans, un parfaitement normal, et l'un où l'image est rouge, une sorte d'autre perception, où on n'entend que les répliques de l'homme, et pas celles de la fille, et où on peut voir des sortes de silhouettes qui nous observent au loin. De ce que j'ai pu comprendre de leur dialogue, il semblerait qu'en réalité, la personne en prison ne soit pas la fille, mais bel et bien l'homme, et qu'il est bloqué dans une perception faussée de la réalité. Non seulement on a une prison, mais on a aussi un concept qui a l'air de rappeler la psychose. En bref, il y a beaucoup de jeux de Kanoguchi qui t'enferment, que ce soit pour se reclure sur soi-même, ou que ce soit par contrainte. Mais une des prisons les plus troublantes qu'a créé Kanoguchi, c'est un jeu appelé Why. Why, c'est pareil, un jeu sans but, où vous êtes enfermé dans une pièce au mur gris.
Aléatoirement, l'image va couper vers du noir complet, puis te faire réapparaître dans la pièce avec à chaque fois un agencement différent de statues étrangement modélisées, représentant une femme enceinte. Ce jeu, il a une atmosphère hyper lourde. C'est assez malsain et détaché, surtout quand le jeu, aléatoirement, décide de changer les textures du lieu brièvement. C'est oppressant et ça boucle à l'infini. Comme toutes les prisons de Kanoguchi, il n'y a pas d'issue. Alors pourquoi la plupart de ces jeux, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des jeux, t'enferment? J'ai l'impression, de par l'œuvre de Kanoguchi, sa présence sur internet, ses peintures, ses dessins, ses textes, la manière dont il décrit ses jeux et comment il fait ses jeux tout simplement, j'ai l'impression que ce mec a vécu beaucoup de solitude. Une solitude écrasante, causée par une peur de l'autre. Il est très rare qu'un humain dans un jeu de Kanoguchi représente autre chose qu'une menace. Et quand il ne s'agit pas d'une menace, l'humain qu'on nous présente est systématiquement un enfant ou quelqu'un de vulnérable. Le reste des créatures humanoïdes présentes dans ces jeux sont des choses qui t'observent, toujours de manière menaçante, et très souvent elles sont imprévisibles. Mais également c'est assez rare que de manière effective celles-ci aient un impact sur toi. C'est plus qu'elles ont l'air menaçantes, sans jamais l'être totalement. Et ça, c'est très bien représenté par un autre jeu. Quand on lance Sentimental Garden, on se retrouve dans une sorte de jardin très simple, avec des couleurs douces et pastel. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous balader dans le jardin sans réel but. La première fois que j'ai joué, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un autre non-jeu de Kanoguchi, qui sont en réalité des arrière-plans interactifs. Sauf que j'ai remarqué assez vite que la végétation aléatoire autour de moi devenait de plus en plus grande, plus j'avançais dans le jeu. Jusqu'à ce qu'il se passe ça. Une sorte de personne en 2D, dessinée de manière assez rapide, avec un drapeau blanc en guise de visage, qui est apparu au milieu du brouillard. Lorsque je me suis dirigé vers lui, il a fini par s'arrêter juste en face de moi, et il est resté juste là à m'observer. Puis plus j'ai continué à m'éloigner, plus ils ont commencé à être nombreux pour enfin remplacer entièrement la végétation, ainsi que l'ambiance sonore. Puis, il finit par se passer ça. Alors qu'on peut avoir l'impression que c'était la fin du jeu et que celui-ci fait une boucle, on remarque sur l'écran une sorte de fissure. Peut-être que quelque chose a changé. Alors du coup, une deuxième fois, on va traverser le jardin, on va croiser ces hommes, puis l'ambiance va changer. On se retrouve encerclé alors que notre tête se dirige vers le ciel et... à nouveau, ça recommence. Sauf que l'écran est toujours plus fissuré. Et j'ai retesté le jeu, j'ai essayé de voir au maximum jusqu'où les fissures pouvaient aller, et à chaque fois ça semblait cacher un dessin un peu cryptique, mais rien que j'ai pu vraiment décoder. À force de recommencer, au bout d'un moment, vous allez finir par trouver au milieu des personnages monochromes un personnage de petite fille, qui une fois rencontré déclenche la fin du jeu. Si cet écran oscillant entre un message de fin et un message de game over fait un peu cliché, un détail qui m'intrigue et que je n'explique pas, c'est pourquoi les visages des personnes ont maintenant un drapeau noir plutôt qu'un drapeau blanc. Le jeu a l'air vraiment cryptique et ça fait partie des jeux dans cette vidéo où je suis pas sûr d'avoir tout trouvé. Je ne sais pas si ce jeu cache une autre fin. La fin semble l'indiquer, mais je n'ai trouvé aucun moyen de la déclencher. Pour le coup, j'arrive pas vraiment à décrypter tous les symboles du jeu, mais ça a l'air de vraiment ressembler à une peur de l'autre, un rejet de l'autre complet.
C'est un des jeux qui visiblement sur internet a le plus connecté avec les joueurs. Le côté je suis bien dans la végétation mais dès qu'il y a beaucoup de gens je suis terrifié, le fait qu'une sorte de figure représentant l'innocence a l'air de t'extirper de cette boucle infinie, ça a beaucoup parlé à beaucoup de gens. Et je pourrais faire des tonnes d'autres jeux de Kanoguchi comme ça. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Mais j'aimerais vous réserver pour la fin de cette vidéo 3 jeux qu'il a réalisés que je trouve particulièrement intéressants et troublants. C'est des jeux qui m'ont beaucoup plus marqué que les autres. Mais avant de faire ça, j'aimerais mentionner 2-3 autres trucs. D'abord, peu importe l'évolution du style de Kanoguchi au cours du temps et de ses capacités de programmeur, il a toujours posté à la fois des œuvres complètes et abouties et des tests simples et un peu de l'ordre de la démo. C'est constant, que ce soit pour les jeux qu'il a fait quand il avait 12 ans et ceux qu'il a fait quand il en avait plus de 30. J'ai également omis de mentionner beaucoup de jeux qui ne sont pas troublants mais qui sont juste des jeux simples et relativement fun, des jeux qui sont pour le coup des simples mini-jeux sans réelle profondeur. C'est un truc qu'il a toujours fait même si on en trouve plus au début de sa carrière qu'à la fin. J'aurais aussi pu vous parler de beaucoup de jeux sans interaction qui restent néanmoins très troublants dans leur imagerie, comme par exemple celui-ci. Vous pouvez pas interagir, hein, c'est comme ça tout le temps. Et c'est une ambiance vraiment zarbe, hein, je vais pas vous le cacher. Ou alors par exemple, un des jeux les plus connus de Kanoguchi. C'est pas un jeu, hein. Qu'on soit clair, c'est pas un jeu, c'est même pas vraiment un programme, hein, qu'on soit clair. C'est XGOCKTC, enfin, c'est juste une image, avec ce son en fond. Sur le moment, ça fait feignant, mais je suis sûr que télécharger ça au pif à 4h du mat sur un site de jeu et ne pas comprendre pourquoi il n'y a que ça peut vraiment foutre les chocottes. D'ailleurs, le titre du jeu, c'est juste Ave Maria, avec un code César qui déplace d'une valeur égale toutes les lettres de l'alphabet. T'as des jeux de Kanoguchi qui sont vraiment surprenants aussi, tout simplement parce que tu joues à des jeux à la suite et tu t'attends pas d'un coup à avoir un truc vraiment surprenant, parce qu'il y a beaucoup de jeux de Kanoguchi qui sont juste fun sans avoir de twist. Genre le jeu Soreo Égalité, qui est marketé partout comme un jeu de dessin. Dans ce jeu, vous faites apparaître un dessin progressivement avec votre souris, c'est simple, l'effet est joli et ça ressemble juste à un exercice stylistique, une sorte d'expérimentation. C'est simple et c'est un truc qu'il fait régulièrement. Puis sans prévenir, le jeu fait ça. Le truc flouté, c'est un mec pendu au cas où. Ouais. Je pourrais aussi vous parler de tonnes de trucs qui se répètent dans le style de Kanoguchi, de tonnes de trucs qui reviennent en boucle, et pour des raisons qui me sont complètement étrangères. C'est une grosse partie de l'ambiance de jouer à ces jeux les uns à la suite des autres. Tu te rends compte à quel point ce mec est fasciné par 2-3 trucs. Par exemple, énormément de jeux de Kanoguchi ont pour concept de te faire une action et d'ensuite la rembobiner. Et voilà, c'est le jeu. Et il le fait en 2D, puis encore en 3D. T'as aussi une quantité de jeux assez importante qui utilise de la musique classique. Souvent, ce sera même les 3 mêmes morceaux, hein, genre par exemple la marche nuptiale et surtout le canon de Pachelbel. Et même si cette répétition, je ne l'explique pas, ça donne vraiment un cachet au fait de jouer à ces jeux les uns à la suite des autres. Ça donne vraiment une ambiance, comme si tout était cohérent, comme si chacun des jeux rimait entre eux. Voilà. Maintenant, avant que la vidéo prenne un tournant inattendu, laissez-moi vous parler de 3 jeux de Kanoguchi qui m'ont particulièrement intrigué. Walking est un des jeux de Kanoguchi qui m'a le plus intrigué, et ce dès les premières secondes. C'est un jeu qu'il a réalisé en 2015, il était relativement au début de sa carrière de développement et celui-ci fait partie de ses plus appréciés encore aujourd'hui. Quand j'ai lancé Walking pour la première fois, je me suis retrouvé dans un couloir au graphisme assez rétro, presque PlayStation 1. Sur les murs, on trouve le tutoriel du jeu, et il n'y a que 2 touches. Vous pouvez appuyer sur la flèche du haut de la croix directionnelle pour avancer et vous ne pouvez pas reculer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Z pour regarder derrière vous. Il y a aussi une 3e touche, hein, on peut la trouver dans le fichier README de l'archive WinRAR qui est un fichier image. Voilà, il est particulier quand même. Et on peut en effet appuyer sur Échappe pour quitter le jeu. Et sinon, c'est tout. C'est juste un simulateur de marche. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous pouvez juste avancer, c'est tout. Donc j'ai commencé à avancer et l'ambiance du jeu est beaucoup plus lourde que les autres jeux de Kanoguchi. Ce genre de jeu à couloir, c'est très courant dans les jeux horreur indé, mais là il y a un sentiment général de quelque chose de plus quand on le replace dans le contexte de qui est le créateur et surtout quand on nous présente aussi peu de contrôle. Je ne sais pas pourquoi, mais dès le premier lancer du jeu, celui-ci était différent. Il y a une atmosphère indescriptible, très proche de celle du jeu LSD Dream Emulator, un jeu dont on reparlera un jour.
Au début de ma partie, rien ne s'est bien passé. Juste, à un moment, 2 endroits de l'écran se sont intervertis, donnant l'impression d'un écran glitché. Mais c'est tout. Ceux-ci vont rester comme ça jusqu'à la fin du jeu. Après quelques temps, les murs ont commencé à changer de texture. D'abord des images de ciel, puis des yeux saturés d'observants, et en continuant à marcher, j'ai trouvé une nouvelle texture de cet étrange tableau, ou alors c'est... Ah ok d'accord, il y a une sorte de bout de dessin noir qui est apparu. C'est vraiment étrange. J'ai continué à marcher, et à un moment le sol est devenu rouge, et au milieu de nulle part, après quelques dizaines de secondes, cette sorte de visage au loin, dans la brume de l'obscurité, est apparu en face de moi, pour instantanément disparaître. Sur le moment, ça m'a vraiment surpris, alors que l'effet est en vrai assez cheap. Il n'y a pas d'effet sonore qui est rajouté, il n'y a rien. Et donc je me suis retourné et... ce truc. Pareil, assez cheap, qui m'observe. Et lui, il n'a pas disparu. J'ai observé pendant un moment, puis je me suis retourné et... il a disparu. Il y a quelque chose à ce moment-là qui m'a fait tiquer. Il y a très peu de mise en scène agressive sur ce genre d'événement. Pas de bruit pour magnifier l'apparition du visage, pas d'indicateur sur l'écran que ce qui se passait est menaçant, non. Le jeu ne le met pas en avant et ne cherche pas à te le rendre menaçant. Et étonnamment, ça rend ce moment beaucoup plus impactant, car maintenant il n'y a pas que le jeu qui fait peur, mais aussi l'intention du créateur qui devient incompréhensible. Mais après coup, tout ce que je pouvais faire sur le moment, c'était de continuer à avancer. Donc, j'ai continué. Peu de temps après, il y a eu à nouveau l'apparition d'un bout de dessin noir sur l'écran qui a l'air de se connecter avec le premier, puis encore un autre, et j'ai compris que ça semblait former une sorte de visage. Au fur et à mesure de la progression, les murs ont commencé à rougir, les textures parfois apparaissent et disparaissent, changeant instantanément. Parfois on pouvait voir ces sortes de dessins de bonhommes sur les murs, puis aussi sur le sol. J'essayais régulièrement de me retourner pour voir si quelque chose allait apparaître. Parfois j'apercevais la silhouette blanche au long bras que j'avais pu voir juste avant, puis elle redisparaissait, sans jamais que ce soit expliqué. Quelque temps après, j'ai réalisé que les textures changeaient. Pas forcément que en rougissant, mais en devenant parfois plus flou, plus distordu. Tout paraît tellement imprévu, et le visage continue de se compléter. Puis alors que je m'enfonçais de plus en plus dans ce cauchemar, il s'est passé un truc. C'est compliqué de me faire sursauter, mais ça m'a eu. L'arrêt de la musique, cette texture distordue avec ses visages, similaires à celui qui m'avait observé dans la pénombre juste avant. J'ai continué à avancer en me disant qu'à la différence des autres jeux de Kanoguchi, il n'y a aucun moment dans ce jeu où les choses deviennent prévisibles, alors que c'est le jeu où tu pourrais t'y attendre le plus. Le visage déformé continue de se compléter et d'autres parties de l'écran se corrompent. Et si la dernière fois, ces petits glitches se manifestaient en intervertissant 2 passages de l'écran, ici on remarque que ça ne correspond à aucun endroit de l'écran. C'est un petit bout d'une vidéo qui se joue en boucle, et on dirait qu'ici, c'est le début d'un œil. Encore un œil. Le jeu est bon pour te mettre dans un état de tension, mais aussi pour t'hypnotiser. Tu t'y fais au bout d'un moment à l'environnement, et donc quand le jeu te fait ça, je vous promets que c'est très efficace. Puis là, une forme de routine se crée, et plus vous avancez, plus votre écran se désagrège, et plus la forme au milieu se complète. Vous passez des centaines de mètres de couloirs constamment changeants, corrompus de plus en plus de manière grotesque, parfois changeant de manière chaotique, sans jamais que vous ne vous sentiez parfaitement en sûreté. Et enfin, au bout de dizaines de minutes de marche, la musique s'arrête. Et là, le silence, il est agressif. Si vous avancez un peu, vous verrez des dessins sur les murs, des dessins un peu enfantins, d'un garçon et d'une fille aux yeux barrés. Et puis vous pouvez vous immiscer dans le couloir, qui deviendra de plus en plus rouge, et ce, indéfiniment. Le tout dans un silence de mort. Puis au bout d'un moment, vous n'avez plus qu'à fermer le jeu avec la touche échappe. Le jeu ne se termine jamais, comme une sorte de cauchemar éternel. Jouer à ce jeu, c'est bizarrement, terriblement immersif. C'est pas le genre de jeu que j'apprécie généralement, les jeux au graphisme rétro où tu peux que marcher, mais là, il y a une atmosphère très Kanoguchi qui me parle beaucoup. Mais c'est pas que pour ça que je vous en parle, parce que là, pour l'instant, le jeu, j'en aurais parlé de toute façon. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai testé le jeu, il ressemblait pas vraiment à ça. Les textures, comme vous pouvez le voir sur mon enregistrement, elles étaient hyper buggées.
Et aussi, j'ai pas eu le dessin de visage noir. Et je n'ai pas non plus eu le moment horrible avec le bruit de téléphone là. En fait, la première fois que j'ai joué au jeu, c'était en jouant à la version de l'archive que j'avais trouvée sur archive.org. Et la deuxième fois, c'était une version que j'avais téléchargée sur le site de Kanoguchi. Je me suis donc dit peut-être que l'archive, elle est glitchée. J'avais déjà remarqué que plusieurs jeux étaient un peu buggés, notamment certains kanji à cause d'une mauvaise conversion de Windows apparaissaient comme du charabia. Je me suis dit putain, peut-être qu'il y a beaucoup de jeux qui sont cassés à cause de ce problème de corruption. Je me suis dit qu'avec le nombre de jeux de Kanoguchi que j'avais testé où il y avait des textures qui étaient glitchées, j'étais peut-être en train de penser que le mec avait une esthétique du glitch à tort, que peut-être qu'en fait il a jamais été fasciné par ça et que juste tous mes jeux sont corrompus depuis le début quoi. Et en fait quand j'ai relancé le jeu de l'archive, c'était pas glitché. Mais c'est aussi pas les mêmes textures en fait. Là j'ai commencé à comprendre que ce jeu là, dans l'œuvre de Kanoguchi, est un peu spécial. Je pensais m'y faire au côté tu peux jouer à un jeu et avoir deux expériences différentes, mais là, ça m'a un peu plus surpris que d'habitude. Je me suis donc dit dans un premier temps que si je continuais à marcher pendant des heures à partir du moment où la musique se coupe, peut-être que quelque chose allait se révéler, peut-être qu'un mystère secondaire allait apparaître. J'ai donc fait ce que toute personne saine d'esprit ferait, c'est-à-dire que j'ai pris mon ordinateur, j'ai posé un objet sur la flèche pour avancer et j'ai enregistré le jeu sans m'arrêter pendant 8 heures. Pendant mon sommeil quoi. Et ainsi, pendant des heures, le jeu a tourné, dans le vide complet, a marché inlassablement dans la même direction sans jamais se retourner, dans des couloirs qui devenaient de plus en plus rouges, qui oscillaient de couleur, une sorte de cauchemar qui ne s'arrête jamais, dans le silence complet, avec seulement les pas comme écho. J'ai rien trouvé. J'ai juste eu une éternelle vidéo de 8 heures où mon personnage se déplace dans un couloir, changeant plus ou moins d'obscurité et de teinte de rouge, ce qui est, en vrai, en revoyant les images, un poil hypnotisant. C'est dingue de se dire qu'il y a une sorte d'environnement infini où le couloir boucle. Non, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc j'étais déterminé à penser qu'il y avait forcément quelque chose de caché dans le jeu. Donc j'ai relancé, j'ai rejoué, et il n'y avait pas plus de choses différentes. Je me suis dit donc que j'allais à nouveau relancer le jeu et... ce son, à la place de la musique, pendant tout le jeu. Au bout d'un moment, ça m'a mis un poil mal à l'aise, donc j'ai fermé le jeu et il s'est passé ça. C'était à 4h du matin que j'ai enregistré ça, et ça m'a quand même pas mal surpris. Le jeu fourmille de tonnes d'événements bizarres quand vous fermez ou lancez le jeu. Et c'est un truc qui est fait pour que tout joueur ait une expérience différente. Parfois tu peux lancer le jeu et il sera pivoté. Parfois tu peux lancer le jeu et... cette image super troublante apparaîtra avant que celui-ci se lance. Mais selon moi, le truc le plus intéressant qui peut se passer lorsque vous lancez le jeu, c'est ça. Vous avez une infime chance de voir apparaître cette image avec une musique en fond. Et tout ce que vous avez comme choix à faire à ce moment-là, c'est d'arrêter le jeu. Indiquant donc que peu importe qu'il y ait une fin à ce couloir, celui-ci amène forcément à un cul-de-sac. Et que donc, comme n'importe quel cauchemar infini, il n'y a jamais d'issue. Ce jeu est, je trouve, un excellent taf de minimalisme et d'atmosphère. Le jeu n'a donc que 2 contrôles, dont un qui concrètement ne sert à rien. Ça ne change rien de se retourner en appuyant sur Z. Ce que ça rajoute, c'est de la déstabilisation. Pendant tout le jeu, vous vous dites pourquoi on peut se retourner ? Ça n'a pas l'air d'avoir d'efficacité, ça n'a pas l'air de fonctionner dans le jeu. Pendant tout le jeu, vous vous demandez à quoi ça sert cette mécanique. Kanoguchi a réussi, en mettant dans le jeu une mécanique qui n'est jamais utilisée, à te donner l'impression que tu es observé pendant toute la durée de ton gameplay. Heartbreak Land, quand j'ai lancé ce jeu, j'ai automatiquement eu un sentiment que ça allait pas être un jeu qui allait m'intéresser beaucoup. Les jeux de Kanoguchi qui m'intéressent le moins, c'est ceux où il y a une suite sans queue ni tête de mini-jeux.
Je préfère en général quand ces jeux racontent quelque chose ou essaient de dire quelque chose. Et même s'il y a probablement de ça dans ces jeux à mini-jeux, que ça mène quelque part, en général, j'ai une atmosphère de random qui fait que j'ai du mal à m'intéresser. Et Heartbreak Land m'a automatiquement envoyé des signaux qui m'ont pas parlé. Quand j'ai lancé le jeu, je me suis retrouvé en face de ce monstre. C'était très laid, hein. Soyons sérieux, Kanoguchi, il a un style qui va vous parler ou non, mais là, c'est pas beau quoi. Et surtout, ça a même pas vraiment d'esthétique. T'as deux possibilités, tu peux taper ou te défendre. Te défendre, il faut le faire quand cette jauge-là atteint 0. Et quand tu tapes, l'ennemi perd très peu de points de vie. J'avoue que là, à force de taper en boucle un ennemi et de voir vraiment ce petit pixel partir à chaque fois, je me suis senti un petit peu con. Puis, aléatoirement, sans raison, le jeu change. Et c'est encore plus laid, c'est vraiment dégueulasse. On contrôle cette petite fille qui doit rattraper des pommes pour faire descendre ce score de 80 900 points, c'est précis, hein, et c'est encore une fois très très long de faire descendre le chiffre. Au bout d'un certain moment, le jeu change à nouveau, et cette fois-ci on est dans l'espace et on doit tirer sur des cibles. Donc bon, allons-y, et... Attends. Le score il est interconnecté entre les jeux. Ah, donc c'est pour ça que ça a commencé à 80 900 points. En fait, on part de 100 000 et on doit faire descendre le chiffre, j'imagine, jusqu'à 0 sur plein de petits jeux comme ça et tout. C'est pour ça qu'entre les transitions, je pouvais voir le curseur continuer à bouger ou la fille continuer à sauter. C'est que en fait, les jeux sont interconnectés. C'est comme si les actions du jeu se passaient déjà avant même la transition. Comme si tous se passaient en simultané. Puis ensuite, nouveau mini-jeu, on a donc un... Ok, donc merci. Donc retour aux pommes qui sont un peu buggées. Le score aussi d'ailleurs. Donc on rattrape les pommes pendant une petite minute et les cibles à nouveau. Puis le boss, puis les cibles. C'est moi ou ça va de plus en plus vite les transitions? Ah, enfin le jeu du crayon donc. Quand on bouge le crayon en appuyant sur Z, on dessine un trait qui fait baisser le... AMG, mais on respire jamais dans ce jeu, c'est un truc de fou. Et c'est moi où tout est de plus en plus glitché. Et en fait, de jeu en jeu, au fur et à mesure que le score baisse, le jeu se désintègre. Mais vraiment très très vite. Ça devient hyper dur de comprendre ce qui se passe. Les textures des jeux commencent à se mélanger les unes avec les autres, les arrière-plans se chevauchent, tout se mélange dans une bouillie informe. Et à ce moment-là du jeu, votre rythme cardiaque, il commence à s'accélérer. Tout va de plus en plus vite, les transitions entre les jeux t'offrent à peine le temps d'accomplir les tâches, et tu contrôles des amas de pixels buggés, incompréhensibles. C'est impossible de comprendre ce qu'il se passe. Attends. C'est dans aucun jeu ça. Et ça a arrêté le temps. Plus vous jouez, plus le monde se détruit, plus le jeu commence à s'interrompre tout seul, avec des plans sur cette sorte de cœur distordu. Les transitions entre les jeux sont de plus en plus chaotiques, tout se chevauche dans un amas abstrait indiscernable, et puis lentement, le jeu perd le contrôle. Tout s'arrête. Ça, c'est l'écran d'accueil du jeu, affiché de manière corrompue, uniquement avec cette texture d'œil qui apparaissait en boucle. Si vous choisissez de continuer en appuyant sur Z, le jeu reprend là où vous en étiez. Sauf que toutes les textures du jeu sont remplacées par cette image de cœur. Enfin, on dirait, je comprends pas ce que ça représente. On dirait un organe, mais aussi un visage. Vous continuez à essayer de jouer du mieux que possible, et le jeu lentement se corrompt à nouveau. Et à ce moment-là, c'est tentant d'arrêter. Mais en vrai, on peut toujours gagner. On peut toujours faire baisser le score, même si on voit pas ce qui se passe, il y a toujours des tâches qui te permettent de faire baisser le score. Donc alors, continuons pour être sûr. Une fois, 2 fois, 3 fois, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Wow. C'est décevant un peu. Et c'est déstabilisant un peu aussi. Genre pendant tout le jeu, tout s'est détruit de plus en plus fort et là ça s'arrête comme ça quoi. C'est tout. Un thank you for playing. Il a jamais fait ça, Kanoguchi. Genre même dans ses tout premiers jeux, des thank you for playing évidents comme ça, il a jamais fait... Ah, ok. Oui, c'est étrange, mais qu'est-ce que ça amène? Ah d'accord.
Ses yeux, ils continuent d'apparaître sur l'écran pendant très longtemps. Et en fait, cette transition de graphisme de très mauvaise qualité à d'un coup des images nettes et distordues comme ça, c'est très efficace. Et surtout, ça dure longtemps, beaucoup plus longtemps que d'habitude quand il fait ce genre de truc. En fond, le même bip qu'on entendait parfois dans le jeu est audible. Et on discerne à force de répétition que c'est du morse. 4 lettres répétées en boucle qui peuvent se traduire en H-E-L-P. Help. Ce qui veut dire, vous le savez, à l'aide. C'est vraiment bizarre. Oh. Ok. Bon ben c'est fini. Bon ben passons au suivant. Alors. Ok. Ce truc là vient d'apparaître. Mais j'ai touché à rien. Le logiciel s'était fermé. Et ensuite, ben c'est apparu. Et ça suit aussi ma souris. Au bout d'un moment, je me décide à appuyer sur échappe parce que j'arrive pas à trouver d'interaction autre que celle-ci. Et il y a une boîte de texte vide avec un choix en oui ou non qui apparaît. Et quand j'appuie sur oui, il se passe ça. Sur fond de musique douce, vous pouvez défiler les pages d'une histoire sur ce personnage de la jeune fille ramassant des pommes. On devine que c'est ses propres dessins et elle se représente sans visage. On la voit ramasser des pommes tandis que des personnes autour d'elle sourient. On la voit en détresse, observée par des personnages avec des têtes exactement comme les cibles qu'on voyait dans le jeu de tir. Puis on la voit entourée de poings, comme si elle se faisait frapper pendant que 3 personnages tiennent des boucliers, faisant écho au jeu où on devait battre cette créature. Et enfin, on la voit avec un crayon, se dessiner entourée de personnes lui tenant la main. Et c'est un peu comme ça qu'on réalise que le jeu, en réalité, depuis le début, se voit du point de vue de la jeune fille. Et ça explique même pourquoi les graphismes étaient étonnamment plus laids que les autres jeux de Kanoguchi. On est dans les dessins maladroits d'une jeune fille isolée, dans son imagination enfantine. Cette jeune fille est perdue dans la solitude. Elle est en proie visiblement à des hallucinations et ou des violences, s'imaginant un monde où elle peut se défendre efficacement contre ses démons. Dans Heartbreak Land, on est dans la tête de quelqu'un qui sombre dans la folie, incapable de se battre contre ses propres démons, succombant un peu plus à chaque seconde. À la fin, vous êtes vide, et ça fait vraiment de la peine quand on essaye de lier ça à Kanoguchi. C'est une des expressions les plus sincères et directes de sa solitude. Et c'est un des jeux les plus marquants qu'il a réalisé, et un de ceux qui aura le plus tourné sur internet. C'est particulièrement efficace. Viewers, c'est un des jeux les plus récents de Kanoguchi que je vais traiter dans cette vidéo. Il est sorti en 2022, alors que les deux que je vous ai cités précédemment, par exemple, ils sont sortis en 2015. Quand on appuie sur Z pour démarrer le jeu sur l'écran titre, celui-ci commence avec une phrase affichée sur l'écran. « Nous sommes à ta recherche ». Puis on est transporté directement dans cet endroit. Un tout petit endroit clos avec des dessins sur les murs. Des personnages joyeux, au-dessus d'un soleil ou d'une fleur qui sourit. C'est accueillant, dit comme ça, mais la musique répétée, plus le fait que ce tout petit endroit est sans issue, c'est plus stressant qu'autre chose. La première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis baladé un peu dans cet endroit restreint, et à un moment, un peu comme si c'était une rencontre aléatoire de RPG, la vue du personnage s'est brouillée, et j'ai été transporté dans cet endroit, avec un ciel complètement noir et un sol rouge. Rien à l'horizon. Instinctivement, je me suis mis à marcher tout droit, et plus je marchais, plus la musique devenait grave. Et puis je me suis retourné et j'ai vu ça. Un personnage rouge derrière moi. Je me suis rapproché de lui et il ne m'a pas laissé rentrer en collision avec lui. Et de retour dans la première zone. À ce moment-là, j'ai un peu compris le format du jeu. On se déplace dans cette zone, une sorte de hub principal, et on est transporté de manière aléatoire quand on se déplace vers un autre endroit avec une sorte de mini-jeu. Dans cet endroit, on doit compléter une tâche et on revient à nouveau à chaque fois. La deuxième fois que j'ai été transporté en dehors de la zone principale, je suis arrivé dans cette pièce avec 3 personnages en face de moi. J'ai le choix entre rond, triangle et carré. Go pour triangle. Ok, ils sont pas d'accord, donc on va choisir le rond. Putain, ils sont compliqués. Mettons un carré. Bon, ok, let's go. Je me remets un peu à bouger dans tous les sens et quelques temps après je me retrouve dans une plaine où cette fois-ci je dois me diriger vers des personnages et quand je m'approche d'un il disparaît. Je dois le faire suffisamment de fois pour qu'il n'y ait plus personne autour de moi. Et dans un autre mini-jeu je suis tout petit et un groupe de gens m'observe et je dois cliquer pour les éloigner de moi. Et ensuite vous comprenez le format, ces 4 mini-jeux s'enchaînent et sont souvent très simples. La seule chose qui change à chaque fois, c'est le nombre. Par exemple, la deuxième fois que j'ai été transporté dans l'endroit avec le ciel noir là, il y avait vraiment une bonne quinzaine de mecs qui me pourchassaient. Ça change de la première fois où il n'y en avait qu'un.
Sauf qu'à force de jouer au jeu, dans la grande tradition de Kanoguchi, les choses vont commencer à se distordre. D'abord, on va le remarquer dans la musique de la zone principale. Puis, à un moment, les textures vont commencer à se saturer, puis à se grossir, puis au fur et à mesure des mini-jeux, elles vont de plus en plus se distordre. Puis quand on termine le jeu de trop, il se passe ça. À ce moment-là, je contrôle à peine le personnage. Il réagit encore à mes contrôles, mais le jeu envoie des inputs aléatoires constamment. Les textures autour de moi sont remplacées par ces visages qui peignent les murs qui t'observent, comme si tu étais observé à travers des vitres. Et à chaque fois que tu observes un mur, celui-ci se fissure dans des lignes rouges. Et comme ça, tu tournes indéfiniment. C'est une des images les plus frappantes qu'il ait réalisées, je trouve. C'est vraiment un état de crise. Ce jeu te montre une crise. On dirait un jeu qui peut parler à la fois de paranoïa, cette image des gens qui te suivent, qui peuvent lire dans tes pensées pour exprimer les opinions qui pourraient te blesser le plus, des gens qui t'observent quand t'es au sol, mais on peut aussi le voir comme une métaphore du repli sur soi-même. Quelqu'un devenant fou à cause de la solitude, qui repousse les gens, les voit comme une menace, n'arrive pas à se mélanger avec eux, et les voit partir dès lors qu'ils s'en approchent. On peut voir ce jeu sous plein d'angles et de formes différentes, mais ce moment-là est toujours très évocateur. La perte de contrôle totale. Sur le moment, c'est facile de penser que le jeu n'a pas de fin. Ou du moins, que ça, c'est la fin. Mais en réalité, si vous observez depuis le début, la forme de l'endroit dans lequel on erre sans arrêt, c'est pas une forme anodine. On est dans un lieu en forme de I. Et donc naturellement, si vous appuyez sur la touche I de votre clavier, vous déclenchez la vraie fin du jeu. À ce moment-là, vous vous soulevez dans les airs et la caméra dézoome pour révéler la phrase « I am ». Je suis. Ça fait un peu branlette intellectuelle comme moment, hein. Mais en vrai, si on essaye de rester ouvert, ça peut avoir pas mal de sens. Si l'endroit dans lequel on tournoie depuis un long moment dans ce jeu, c'est soi-même, le jeu est en fait un jeu qui montre le danger du repli sur soi et de la peur de l'autre. Et donc, la solution contre le malheur, c'est de s'extirper du repli sur soi et de s'ouvrir aux autres. Et si c'est étonnamment positif et rempli d'espoir comme image pour, je vous rappelle, un développeur qui met des images de pendus très souvent dans ses jeux, c'est en réalité très cohérent. Parce qu'en vrai, les jeux de Kanoguchi depuis quelques temps sont beaucoup moins sombres et beaucoup plus emplis d'espoir. Mais du coup, pourquoi ? Pourquoi il y a d'un coup beaucoup plus de positivité dans les jeux de Kanoguchi ? Pour répondre à cette question, il va falloir qu'on parle d'un truc. Quand j'ai joué à Viewers, je me suis rendu compte de quelque chose. Dans ce jeu, j'avais l'impression de voir, pour la première fois dans un jeu de Kanoguchi, une imagerie qui semblait parler du fait de créer et surtout de partager sa création sur Internet. C'est la première fois que Kanoguchi représente un truc qui peut directement faire écho à son activité en ligne. Cette idée qu'un artiste propose quelque chose et que son public le rejette toujours, peu importe s'il essaye de se conformer à leur vision ou non. C'est assez facile de voir une image d'un artiste qui propose quelque chose et qui a l'impression de ne jamais faire la bonne chose. Et ça m'a intrigué, parce que comme je vous avais dit il y a très longtemps dans cette vidéo, Kanoguchi est un des développeurs que je connais qui rejette le plus possible son joueur. Tous les jeux de Kanoguchi se veulent peu accessibles, peu intuitifs et ne révèlent leur potentiel souvent qu'en faisant des actions peu cohérentes par rapport aux habitudes de joueurs, ou tout simplement en jouant suffisamment pour que les choses inédites arrivent. C'est un style artistique assumé qui rejette le plus possible la personne qui consomme l'œuvre d'art que tu es en train de créer. Et il y a des gens qui trouvent ça hyper intéressant, et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui adulent Kanoguchi, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec son style à cause de ça notamment. S'il y a un terme que je vois jamais pour définir Kanoguchi par contre, c'est prétentieux. Et pour moi c'est mérité. Que t'aimes ou pas, c'est l'inverse de la prétention. Kanoguchi a l'air de faire des jeux non pas parce qu'il pense que ça va plaire aux gens, il fait des jeux car il a une vision particulière. Et si une expérience qu'il doit transmettre est peu agréable, alors son jeu sera peu agréable. Et j'ai pas l'impression qu'il fait exprès que ses jeux soient inaccessibles, j'ai l'impression qu'il fait ses jeux pour lui, et que l'accessibilité de ses jeux ne dépend que de sa vision à lui. Et il s'en fout que d'autres personnes l'apprécient ou non. Mais quand j'ai vu ce passage, je me suis dit que Kanoguchi expliquait la solitude qu'il a pu ressentir dans son travail artistique à cause de ses choix, et que s'il portait attention à la négativité que certains peuvent avoir à son égard, il perdrait assez vite les pédales. Mais j'ai aussi l'impression que depuis le début de cette vidéo, j'analyse chaque détail d'un jeu de Kanoguchi, en boucle, sans jamais me remettre en question sur est-ce que c'est une bonne idée, en fait.
Parce que ce procédé d'essayer de comprendre une personne à travers son œuvre, il a déjà été expliqué et critiqué dans une autre œuvre que je trouve incroyable, qui est aussi un de mes jeux préférés. Il s'agit du jeu Beginner's Guide, qui est sorti en 2015. C'est un jeu qui a été créé par un développeur du nom de David Redden, qui avait déjà créé un jeu qui était très connu avant ça, le jeu Stanley Parable. C'est un jeu qui volontairement pousse à l'interprétation. C'est un jeu qui est très méta, qui a des fonctionnalités très intéressantes, mais aussi un peu bizarres. Et du coup, beaucoup de gens ont beaucoup interprété son jeu. Et visiblement, ça a beaucoup inspiré son deuxième jeu. C'est un jeu qui est narré par David Redden lui-même et qui te raconte que tu vas jouer à une série de jeux d'un développeur du nom de Coda, qui était un ami à lui, qu'il trouvait brillant, mais à qui il ne parle plus depuis quelques temps. C'est un jeu que j'adore, je vais pas vous le spoiler, il est génial. Mais dedans, il y a une thèse qui est créée autour de la question d'interpréter une œuvre artistique et de la relation qu'un artiste entreprend avec son public. Et au milieu de l'écriture de cette vidéo, je me suis dit, mais est-ce que je serais pas en train de faire erreur ? Quand je me suis rendu compte de tout ça et que j'ai commencé à avoir ce type de réflexion, je me suis dit que c'était peut-être intelligent de contacter Kanoguchi. Je me voyais pas faire une vidéo avec autant de matière, autant d'interprétations, qui semblait aller autant dans la vie personnelle d'un individu que je connaissais pas, sans savoir si c'était pas un peu inapproprié, et sans demander évidemment son accord. Quand j'ai envoyé un message sur Blue Sky à Kanoguchi, je m'attendais absolument pas à une réponse. Je répondais à un post qu'il avait fait dans une autre langue, je lui posais la question en anglais, ma réponse n'était pas liée du tout à son post de base, et je lui demandais juste si on pouvait causer en DM. Sachant que la plupart des gens qui créent ce genre de jeu ont tendance également à faire un peu les mecs mystérieux, je m'attendais pas à grand chose. Il a répondu en moins d'une heure. Feldup, enchanté, je m'appelle Kanoguchi. Je suis désolé, mais si cela ne vous dérange pas que je réponde en japonais, je répondrai à vos questions. Il se peut que je réponde en retard, mais je vous remercie d'avance. Et à ce moment-là, il m'a suivi. Ce qui veut dire qu'on pouvait commencer à parler. S'en est suivi une des discussions les plus intéressantes que j'ai pu avoir avec un créateur, et ça a changé un peu ma vision de ces jeux. Il faut que je vous en parle. Mon angle d'attaque pour les questions à Kanoguchi, c'était que je voulais d'abord savoir la vérité sur les rumeurs sur sa santé mentale, avoir son point de vue sur ça, comprendre un peu sa vie, ses inspirations. Je voulais lui poser des questions sur son processus, son parcours et savoir un peu pourquoi il créait tout simplement. Sauf que, au cas où si vous ne le saviez pas, aller voir un mec et lui poser des questions très personnelles sur sa vie, sa santé mentale, etc., ses problèmes, c'est hyper déplacé. Donc j'ai décidé d'être frontal. Je lui ai demandé s'il lui posait des questions plus intimes, plus liées à des questions privées le dérangeait, et si partager le contenu de ses réponses le dérangeait. Et il a été très direct, et il m'a dit que ça le dérangeait absolument pas d'en parler, ça le dérangeait absolument pas que je partage les informations que je vais partager après, et il s'est franchement pas mal ouvert à moi. Il m'a autorisé à poser les questions que je voulais, et au pire s'il était mal à l'aise avec certaines questions, juste il n'y répondrait pas. Et donc j'ai décidé d'être frontal, et j'ai eu beaucoup de réponses. Et la réponse à la question de est-ce que Kanoguchi est bel et bien schizophrène et diagnostiqué, je l'ai eu. C'est vrai. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Kanoguchi, c'est lui. Voilà quelques photos du gars. Bon, il y en a très peu sur internet et c'est un type qui a une vie très mouvementée mais aussi très secrète. Il s'est décrit enfant dans les messages qu'il m'a envoyés comme un gosse qui ne faisait que de pleurer et qui était très auto-centré, qui avait beaucoup de difficultés à s'intégrer. Au collège, il n'était pas très investi dans la création de jeux vidéo jusqu'à ce que des difficultés personnelles dans un club qu'il avait rejoint le fassent tomber en dépression. Il a commencé à se poser beaucoup de questions sur l'humanité, les mauvais côtés de l'humanité, la bêtise humaine, sa bêtise, ses mauvais côtés, et il m'a expliqué que la plupart de ses premiers jeux sont dus à ses questionnements à l'époque. Il va néanmoins arriver au lycée, aller dans un club d'art et il va passer ce qu'il m'a décrit comme étant les moments les plus agréables et les plus heureux de sa vie. C'est définitif, il voulait faire de l'art. Et puis les choses ont commencé à mal tourner. Il me l'a pas décrit plus que ça, mais un jour, il a plus réussi à aller à l'école. Les symptômes dépressifs se sont intensifiés d'un coup et il a fait une décision qu'il regrette encore aujourd'hui, il va abandonner le lycée. Quelque temps avant ça, il avait commencé à se rendre régulièrement dans une clinique psychosomatique et un jour son père va y aller seul, sans son fils, car celui-ci n'allait pas bien. Et ils vont lui révéler que son fils était atteint de schizophrénie et c'est seulement après que Kanoguchi ait demandé avec beaucoup d'insistance à son père qu'il apprendra son diagnostic. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, très sincèrement, qu'il ne savait pas quels symptômes qu'il expérimentait étaient liés à sa schizophrénie. Je ne sais pas s'il a des hallucinations, je ne sais pas s'il a des états psychotiques, et franchement je lui ai pas demandé parce que ça lui appartient. Par contre, il va décrire les débuts du déclenchement de la maladie comme une période extrêmement trouble et difficile.
Il était très régulièrement en train de pleurer et de crier dans sa maison. Il m'a raconté qu'il jetait des objets sur son père et qu'il causait beaucoup de problèmes à sa famille car il était profondément instable à l'époque. À un moment, il va décider de commencer des études à l'université dans le domaine des arts numériques. Sans le moindre diplôme, il va passer un examen d'entrée et réussir à y entrer. Comme quoi le mec est bon. Sauf qu'à nouveau, une fois arrivé à l'université, il va commencer à se sentir trop faible à la fois physiquement et mentalement et psychologiquement. Et il ne pourra pas mener à bien ses études et il abandonnera à nouveau. Par contre, dans tout ce qu'il m'a raconté, il m'a pas dit qu'il avait été diagnostiqué comme étant atteint de paralysie du sommeil. Il n'a pas parlé d'expérience de paralysie du sommeil. Ça a l'air pour le coup d'être une rumeur. Mais en fait, il y a un truc que j'ai trouvé plutôt cool. C'est qu'apparemment, il va beaucoup mieux maintenant que par rapport au lycée. Il a stabilisé sa maladie, il est beaucoup moins invalidé par sa maladie, malgré des symptômes dépressifs, des crises de larmes et des légères instabilités mentales de temps en temps. Et il peut même maintenant, du haut de ses 31 ans, sortir seul et discuter régulièrement avec des amis, des créatifs, et ses rapports avec sa famille se sont assainis drastiquement. Il m'a également expliqué à quel point ces jeux étaient profondément inspirés par sa vie personnelle. Et la quasi-totalité de ces jeux sont inspirés, selon ses propres dires, soit par des cauchemars qu'il a eus, soit des mauvaises journées qu'il a passées. On peut le voir notamment dans un tweet qu'il a réalisé il y a un moment, où on voit des notes qu'il avait pris à la va-vite avant de se coucher, qui était l'idée de base qui allait donner le jeu Heartbreak Land. Et c'est un plongeon assez efficace dans la manière dont il structure ses idées de jeu, le fait que tous ces mini-jeux étaient déjà prévus à la base, c'est assez fascinant à voir, le mec semble avoir une discipline assez élevée. Il écrit constamment, il crée constamment, il dessine constamment. Et quand on a tout ce background sur sa vie, en vrai, on comprend mieux beaucoup de jeux. Plutôt, on renforce ce qu'on pensait déjà. On comprend mieux ce repli sur lui-même et cette solitude. On comprend cette autodestruction des jeux comme son autodestruction à lui. On voit mieux pourquoi les figures maternelles et paternelles étaient combattues et rejetées. On comprend mieux le rapport tendu à l'école dans certains jeux que j'ai pas montrés. L'enfance et surtout on comprend mieux les prisons de Kanoguchi. Kanoguchi était enfermé chez lui, enfermé dans ses pensées, enfermé dans sa chambre, enfermé dans une introspection forcée par son instabilité. Et c'est soit des choses qui sont volontairement laissées par Kanoguchi pour s'exprimer sur ce qu'il ressent, soit juste le témoin de comment il percevait le décor de sa vie de tous les jours. Comme n'importe quel artiste, si tu vis les mêmes expériences perpétuellement, elles vont finir par s'insuffler doucement à l'intérieur de tes créations. Kanoguchi utilise ses jeux pour s'exprimer et donc parfois il m'a avoué ne même pas savoir ce qu'un jeu qu'il a réalisé il y a longtemps pouvait vouloir dire. Il ne veut pas non plus me donner le sens de ses jeux, c'était attendu, mais pas parce qu'il veut garder le mystère, juste parce qu'il adore voir les gens interpréter ses jeux. C'est pour ça qu'il aime en créer. Et c'est aussi pour ça que les interprétations des jeux que vous allez avoir, elles sont aussi valides que les siennes. Lui-même ne s'en souvient pas forcément, il crée juste de l'imagerie qu'il trouve intéressante, évocatrice, et c'est pas forcément le reflet d'une volonté très claire, c'est juste, voilà une idée, j'espère qu'elle vous plaira. Je lui ai demandé aussi de quel jeu il était le plus fier, il m'a répondu que un de ceux dont il est le plus fier c'est Heartbreak Land. Il aime le fait que tout se recoupe à la fin, que tout finit par avoir une explication. Ses inspirations artistiques, que je lui ai demandé, c'est l'art avant-gardiste, pas surprenant, le contenu sur internet, pas surprenant non plus, et l'art outsider. Et ça c'est intéressant. Si vous savez pas ce que c'est, l'art outsider, c'est de l'art créé par des gens isolés, éloignés des modèles de distribution classiques, qui ont appris seuls à créer leur art. On parle d'art outsider car il y a une qualité supplémentaire qui arrive d'un processus différent car n'utilisant pas les canaux classiques. Certains de mes artistes musicaux préférés de tous les temps font de la musique outsider, notamment mon deuxième musicien préféré, Daniel Johnston. Un jour j'en parlerai de la musique outsider, c'est vraiment trop cool. J'aimerais vraiment vous en parler dans une vidéo un jour. Et l'art de Kanoguchi, en vrai c'est complètement de l'art outsider. Et le terrier de lapin de Kanoguchi, c'est une ouverture de bâtard pour apprécier l'art un peu plus chelou. L'art de ce mec, c'est un bijou d'étrangeté. J'ai rarement vu une bibliothèque de jeux gratuits avec un style et des thèmes aussi cohérents et efficaces. Et surtout, je m'identifie beaucoup à ce qu'il fait. J'ai un énorme défaut en tant que personne. Je suis quelqu'un qui se projette énormément. Je vois un film, j'écoute une musique et d'un coup je suis persuadé que le créateur a au moins un point commun avec moi. C'est assez nul comme manière d'aborder des œuvres. L'artiste il devrait être très peu présent dans ma tête lorsque je regarde une œuvre. Et aussi c'est un peu une manière d'approcher l'art qui est assez égocentrique. Mais dans le cas de Kanoguchi, la projection que j'ai eue elle est différente. Quand Kanoguchi m'a décrit son parcours, j'ai vu une histoire et un parcours de vie quasiment identiques au mien. Dans des détails que je vous ai partagés ou non et que je ne vous partagerai pas si je ne l'ai pas fait, que j'ai trouvé particulièrement précis. Je veux pas faire tourner tout ça autour de moi, mais c'est un bon moyen que vous compreniez pourquoi ça m'a autant happé pendant des semaines. J'ai eu le même rapport à l'école, le même rapport avec mes proches, les mêmes motivations dans l'art, la même diversification des moyens d'expression artistique. J'ai aussi abandonné mes études et pour des raisons partiellement similaires, et il y a beaucoup de détails que je ne donnerai pas, mais le parcours de Kanoguchi et le mien sont quasiment parallèles au point que ça m'a presque fait peur, ça m'a presque fait péter un câble. Rajoutez à ça le fait qu'il y ait cette histoire avec mon pote qui avait vécu sa première crise psychotique, rajoutez à ça le fait que la manière dont il exprime dans ses jeux, ses difficultés et notamment sa solitude résonnait souvent comme une évidence, le fait que esthétiquement certains dessins et certains jeux que j'avais développés au collège ressemblent énormément à son taf au début, cette expérience, se plongeant dans le terrier de lapin de Kanoguchi, il m'a rassuré.
Kanoguchi a plus de 30 ans aujourd'hui, c'est un adulte installé. Moi j'ai 22 ans et je suis pas encore remonté totalement. J'ai eu des années compliquées, des nouvelles difficultés et comme chacun d'entre vous j'imagine, j'ai souvent eu très peur de ce qu'il pourrait advenir de moi dans le futur. Les jeux de Kanoguchi récents oscillent entre des travaux vidéo interactifs, des œuvres d'horreur abstraits et des petits programmes ici et là, mais on y remarque surtout, comme dit plus tôt, un virement vers beaucoup plus d'espoir. Beaucoup de ces non-jeux aujourd'hui te font contrôler un personnage en marge du reste du monde, isolé des autres et de la masse, qui lentement arrive à retrouver le contrôle de ses moyens, et qui sur le chemin arrive également à construire un entourage qu'il aime. C'est le cas de plusieurs jeux, comme Family par exemple, ou alors Light of Depression, où on peut voir à la fin un petit message de Kanoguchi, qui dédie ce jeu à son père. On peut voir aussi un certain respect de Kanoguchi envers lui-même artistiquement dans sa présence sur internet. Ses œuvres, même les plus vieilles de son catalogue, même celles dont il est le moins fier et dont il m'a dit être embarrassé, sont disponibles sur son site, présentées de manière égale par rapport au reste. La version de lui-même adolescente, incertaine et troublée, a autant de valeur, pour lui, que celle plus posée, stable et heureuse qu'il semble être actuellement. C'est aussi une leçon de voir le nombre d'œuvres qu'il a finies. On peut trouver certains de ses jeux légers ou moins intéressants, mais on ne peut pas nier une chose. Kanoguchi a créé des centaines de trucs qu'il a commencé, travaillé et mené à bout. Beaucoup d'entre vous qui se lancent dans la création connaissent ça. À trop vouloir créer une œuvre parfaite, on finit par ne rien créer du tout. Kanoguchi, lui, montre la richesse d'avoir terminé et publié absolument tout son travail. Maintenant, il a une chronologie de ses projets et une liste de travaux accomplis, dont il peut être très fier. Quand je vois ses créations, quand j'écoute ses dires et quand je vois son évolution, c'est tout de suite tentant de se projeter. La projection dans l'art, comme j'ai dit, la surinterprétation d'une œuvre pour essayer de déchiffrer son auteur, ce besoin égocentrique d'essayer de se mettre en valeur à travers l'œuvre de quelqu'un, ça peut être vraiment un poison qui détruit des artistes. Ça nique complètement la relation entre un artiste et son public, ça peut être vraiment quelque chose de dévastateur. Et on en est tous coupables, particulièrement dans une culture qui a de plus en plus l'air de mettre l'artiste sur un piédestal. Mais il y a une forme de projection peut-être un peu plus saine, j'en sais rien, mais moi je sais que ça permet peut-être aussi de regarder la trajectoire de quelqu'un, la trajectoire d'un artiste, et de se dire que peut-être, en vrai, ça finira par bien aller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un peu informe, je sais pas trop comment vous allez l'accueillir. Je sais que ça va pas mettre d'accord tout le monde, mais moi c'est un de mes findings préférés que je vous ai donné. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que la fin un peu cheesy vous a pas dérangé. Je suis très content que ce soit enfin sorti et je suis très fatigué. C'était une des vidéos les plus dures à faire de la chaîne en termes de quantité d'infos et c'était un bordel, c'est difficile à faire. Vraiment hâte de vous voir la tournée. Encore une fois, allez prendre des places pour les deux concerts qui arrivent très vite, parce qu'ils ont été annoncés super tard à cause d'erreurs de ma part. Ça fait plaisir en vrai que ce soit enfin fini. J'ai hâte de voir ce que vous avez pensé de ce Findings et à la prochaine. Merci beaucoup et la prochaine vidéo pour le coup ça va être les backrooms. Sauf s'il y a genre un Lost Media de ouf qui est retrouvé, mais genre je pense pas. Mais là je vais la faire cette vidéo sur les backrooms.